Bienvenue à vous qui écoutez le podcast J'ai un truc à te montrer, dans cet épisode dédié à la série de science-fiction Sévérance, sortie en 2022 sur Apple TV. Dissociation, monde de l'entreprise et du travail, horreur existentielle, rétro-futurisme et mille autres choses nous captivent dans cette œuvre surréaliste absolument unique. Pour parler de la série qui obsède actuellement le monde entier, je suis accompagnée de Léa. Coucou. Et de Mo. Bonjour. Hello, my name is Mark S. And I have, of my own free accord, elected to undergo the procedure known as severance. I give consent to sever my memories between my work life and my personal life. I acknowledge that once the procedure is complete, I will be unable to access my personal memories whilst on the severed floor. Say gratitude. Nor will I retain work memories. Hey. Sorry, when I return home at the end of the day. I make these statements freely. Merci à vous de venir enregistrer avec moi cet épisode. J'ai une première question à vous poser. Ça parle de quoi, Sévérance ? Ça parle de quoi ou c'est quoi le pitch ? C'est quoi le pitch ? Parce que le pitch, je trouve que c'est un des plus simples à faire des séries de manière générale. C'est-à-dire que le pitch de la série, c'est il y a une entreprise qui a créé le moyen que quand tu vas au travail, tu ne sais plus qui t'es à l'extérieur. Et quand tu es à l'extérieur, tu oublies ce que tu as fait au travail. C'est ça, le concept de la dissociation. Et c'est grâce à une opération chirurgicale. Donc on va suivre en tout cas les employés qui ont subi cette opération et voir comment ça marche. Donc cette entreprise que tu as décrite, elle s'appelle Lumen Industries. Sévérance, c'est une série créée par Dan Erickson, produite et principalement réalisée par Ben Stiller. Je vais vous poser une petite question, c'est quoi votre rapport à Sévérance ? La passion. Ça a été évolutif pour ma part, je dirais, parce que j'avais regardé la première saison quand elle est sortie. En 2022. Parce que tu m'as dit j'ai un truc à te montrer. Et j'ai suivi ce conseil. J'ai tout de suite accroché à la série, mais c'était pas le même engouement que quand la saison 2 est sortie, où il y avait beaucoup plus de monde qui la regardait, et où là c'est devenu un peu la folie, où il y avait plein de podcasts super qui sont sortis derrière, que j'écoutais aussi. Mais ouais, j'ai tout de suite accroché moi à la série pour le coup. C'est vite devenu une obsession. Saison 1, c'était pas une obsession. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça hyper original et elle m'a accroché direct, alors que c'est un univers qui m'attire pas spécialement, le monde de l'entreprise, des questionnements qui, m'intéressaient pas plus que ça, mais il y a quelque chose qui m'a accroché. Et la saison 2, là, je suis devenue un peu zinzin, ouais. Parce qu'il y avait une dimension hyper mystérieuse et t'as envie de savoir ce qui se passe au prochain épisode, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est une série en effet mystérieuse qui fait un peu penser à Lost, dans le sens où ça va être une enquête, quoi. Tu vas essayer de comprendre ce qui se passe à la fois dans ce monde et pour les personnages, et qui fait que ça va créer beaucoup de suspense et une attente. Et toi, Mo, c'est quoi ton rapport avec cette série ? Moi, je me souviens très bien quand tu m'en as parlé en 2022. Parce que tu m'avais fait le pitch déjà, que ça m'avait intéressé, mais que j'ai pas regardé. Donc moi j'ai pas vu la saison 1 quand elle est sortie, et quand la saison 2 allait sortir, tu m'as fait regarder la saison 1 avant. Et alors moi j'ai pété un plomb, moi j'en suis toujours pas sortie pour l'instant. C'est-à-dire que j'ai une grosse hyperfixation sur cette série, grosse obsession, énorme coup de cœur, hein. Enfin ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme ça. À l'évidence, ça brasse des thèmes qui deviennent de toute façon mes coups de cœur de manière générale. C'est-à-dire les thèmes proposés dans Sévérance, c'est des thèmes de mes films préférés de base. Pareil, parce qu'en vrai l'univers est quand même hyper froid, c'est assez particulier, moi non plus j'aurais pas forcément pensé que ça allait à ce point-là m'atteindre. Ouais, au premier abord, tu te dis pas que ça va être une série qui va être coup de cœur. Enfin, moi, au début, je me suis dit, trop bizarre en fait. Complètement. Enfin, c'est un peu hostile comme univers, c'est... Ouais. C'est très stérile, c'est très froid, comme tu disais, vide, désincarné au début, et franchement, les premiers épisodes de la saison 1, ils sont lourds. Ils sont très déprimants. Ouais, ils sont très déprimants. Tous les dialogues sont très lents. Il y a des silences énormes. Tout ce qui est humour, c'est que de l'absurde. Enfin, c'était pas sûr que ça puisse m'atteindre comme ça, ouais. C'est un univers surréaliste. Tu reconnais certaines choses de ton univers à toi, mais tu sens que t'es pas dans ton monde.
qui crée un peu un sentiment de vallée de l'étrange. Tu vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas avec le monde qu'on te propose. T'as pas l'air convaincu. Non, j'essaye de comprendre ce que ça veut dire. Vallée de l'étrange. Ouais. La vallée de l'étrange, c'est ce qu'on a théorisé quand on a créé des robots qui ressemblaient à des humains le plus possible. Et en fait, plus un robot est ressemblant à un humain, plus ça rentre dans la vallée de l'étrange. En fait, c'est quelque chose qui devrait être familier, c'est-à-dire un être humain, mais du coup, tu vas voir des choses qui font qu'il n'est pas humain, qui vont te sauter aux yeux sans pouvoir mettre exactement le doigt dessus. C'est ça, la vallée de l'étrange. Ok. Bon, il y a un peu deux axes dans cette série. Il y a l'entreprise dans laquelle ça se passe, Lumen Industries, et dans laquelle on va suivre les employés qui ne connaissent pas le monde extérieur, et le monde extérieur. Qu'est-ce qui va lier ces deux axes? Ça va être vraiment, évidemment, les personnages. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les personnages de Sévérance? On les aime fort. C'est-à-dire Mais ça aussi, c'est troublant, parce que je trouve qu'au début... Alors, je crois que tu commences par rencontrer d'abord les Ini. En fait, oui, Je me souviens plus, mais au tout début, je crois que c'est d'abord les Ini. La toute première scène, c'est Ellie qui se réveille sur la table. Ouais, Donc c'est le processus de narration, tu rentres dans un monde comme quelqu'un qui va le découvrir. Ouais. Donc comme Ellie qui vient de naître en fait, qui se réveille sur la table avec la voix de Marc qui lui dit « Who are you ?» Qui es-tu? Ouais, et moi, pour ma part, au début, quand je les ai rencontrés, ils me suscitaient un peu d'antipathie. Enfin, il y avait un truc où... ils me saoulaient un peu, mais que je comprenais pas tout à fait, mais parce que, au fur et à mesure de la série, tu comprends qu'en fait, ils ont l'immaturité d'un nouveau-né, ou d'un jeune enfant qui découvre le monde, et dans un corps d'adulte. Et du coup, ça crée un truc hyper bizarre qui fait que... Tu sais, genre, mais qui sont ces gens? Ils sont complètement teuteux, quoi. Ils me saoulaient un peu, ouais, ils étaient bizarres, étranges. Et je pense que ça suscite aussi une forme de mal-être à l'intérieur de toi quand tu regardes le truc. Et bon, je les aimais pas trop, et puis bon, bah, la série évoluant, après, je trouve que l'écriture des personnages est tellement brillante que tu t'accroches à eux. En effet, c'est difficile de pas les aimer quand même. Ah ouais. Surtout que oui, en effet, c'est... Bah, comme ils sont nés, entre guillemets, ils sont apparus, leur conscience est apparue. Oui, c'est ça, tu les vois grandir sous tes yeux. Alors, peut-être qu'on peut un peu faire un topo sur qu'est-ce qui fait Sévérance. Donc on a évidemment cette enquête qu'on suit, c'est ce truc surréaliste, absurde, les personnages, mais Sévérance, c'est avant tout une esthétique. Vous, comment vous la décririez, cette esthétique de Sévérance? Oui, alors, pour moi, il y a une lenteur particulière dans chaque rythme. plan. C'est-à-dire que chaque plan est montré de manière lente. Il y a des couleurs, donc c'est-à-dire que t'as tout l'extérieur, le dehors qui est vraiment hyper froid. C'est la neige tout le temps, enfin t'as des choses comme ça. L'intérieur de l'entreprise, un peu pareil, où tout est blanc, extrêmement minimaliste. T'as que les intérieurs un peu des maisons, tu retrouves un peu de chaleur, mais bon voilà. Donc moi c'est surtout les gros plans posés, enfin moi c'est surtout ça de bam, il te lance une image, il te laisse dessus. Par exemple je montre du coup la série à mon gars, qui est pas du tout connecté à l'esthétique du cinéma de manière générale, et c'est la première chose qu'il a dit, c'est-à-dire que la série commence, c'est un truc qui fait pas du tout gaffe d'habitude, il va me regarder et me dire c'est magnifique. Donc voilà, ça a cet effet-là, je trouve un peu waouh aussi, c'est très beau. Ouais. Et c'est brillant parce que t'es à l'intérieur d'une entreprise qui en plus est hyper froide, et je me serais pas dit que je pouvais faire des plans aussi incroyables, des images aussi belles, avec des teintes en plus très froides. Enfin, c'est brillant, je trouve, le visuel de cette série. Qui plus est, bon ça c'est la touche Léon, mais moi je suis très sensible, comme vous l'avez compris, à toute la sensorialité, c'est qu'il y a les images, il y a les plans et il y a la musique. Ouais. La musique aussi, elle est incroyable et elle accompagne l'action. Alors oui, il y a des moments qui sont extrêmement longs, et je suis d'accord avec toi, pas long, pardon. Il y a une lenteur dans cette série, mais il y a des moments où l'action elle est très brutale, très vive, et d'autant plus dans la saison 2 où d'un coup ça déboule dans tous les sens, et c'est toujours ponctué par la musique, et c'est incroyable comment c'est accompagné, et moi ça me retourne la tête vraiment, ce travail plurisensoriel. Et je sais pas si c'est esthétique vraiment, je sais pas si on le mettrait là-dedans, et puis c'est des trucs que j'ai l'air d'aimer, parce que c'est les œuvres que j'aime beaucoup, elles font souvent ça, c'est des ruptures de ton très très brusques. C'est-à-dire que ça passe de... T'as peur, c'est bizarre, c'est cringe, c'est drôle, puis c'est triste, puis c'est intense, puis c'est très lent, puis... Et en fait, t'as pas le temps de te poser, tu sais pas sur quoi tu vas tomber après, et à l'évidence, j'adore ça.
J'adore le fait qu'il y ait des grosses ruptures hyper brutales et tu sais pas quelle émotion tu dois choisir et ça me tient en haleine beaucoup cette façon de faire. Ouais, pour moi, c'est ce qui fait que cette série, elle est brillante. Ouais. Parce qu'il y a des ruptures, mais tu suis le truc, tu le vis, Enfin, tu la vis, la rupture, et tu lâches pas la série, parce que t'as envie de voir ça va être quoi la prochaine rupture, et... Ouais, pour moi, c'est ce rythme-là qui fait que la série, elle est aussi brillante. Franchement, vous avez très bien résumé. Vous avez dit beaucoup de choses. Je vais peut-être un peu reprendre ce que vous avez partagé chacune. Qu'est-ce qui fait l'esthétique de Sévérance ? Donc, c'est sa froideur aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, ça tu le décrivais vachement bien. Comment ils ont créé l'esthétique de Sévérance ? Ils se sont inspirés des espaces liminaires, ou de l'espace liminal en anglais. Vous savez ce que c'est ? Pas du tout. En fait, c'est des lieux habituellement familiers ou de transition, donc une gare, un aéroport, une grande surface, qui se retrouvent vides ou abandonnés et dépourvus de leur contexte habituellement observé, donc traversés par des humains en fait, occupés. Cet espace transmet un malaise, une sensation étrange et surréaliste, où on peut avoir un peu l'impression d'être observé, et ils peuvent paraître irréels parce qu'ils se situent dans une vallée de l'étrange, ce dont je parlais, d'architecture et de lieux physiques. C'est inspiré aussi des backrooms. Est-ce que vous savez ce que c'est, les backrooms ? Toujours pas. C'est un phénomène internet, ça a un terme inventé en 2019, parti d'un article sur 4chan devenu viral. L'esthétique, elle a gagné en popularité très vite. C'est une légende urbaine, une creepypasta. En fait, c'est quelqu'un qui a posté « voici la backroom », etc. Et en fait, c'est devenu, après, un truc communautaire où plein de gens ont repris ce thème de la backroom et ont, en fait, créé un monde. Okay. Et là, aujourd'hui, c'est une des œuvres les plus virales et les plus créées. Un peu comme la fondation SCP. Où, en fait, de base, ça part sur des légendes internet. Donc, du coup, le terme backroom fait référence à un ou plusieurs lieux accessibles en se no-clippant. Ça, c'est le terme exact. C'est-à-dire le fait de traverser un mur ou une texture dans un jeu vidéo, mais tu no-clippes dans la réalité, dans les backrooms. Et c'est un endroit considéré comme une dimension parallèle, majoritairement vide, réparti le plus souvent en plusieurs niveaux ou étages interconnectés, utilisant pratiquement toute l'esthétique liminale, c'est-à-dire des espaces possédant des caractéristiques telles que de grandes pièces vides et répétitives, donnant une sensation de déjà-vu. Quand on se trouve dans Lumon, tous les couloirs sont pareils et on se sent perdu comme dans un labyrinthe. Et c'est vraiment ces bureaux, en fait, totalement vides et abandonnés, qui donnent cette sensation d'étrange. Et, pardon, mais un peu anxiogène aussi, d'avoir aucun point de repère. Enfin, quand ils courent dans les couloirs ou qu'ils se déplacent, tu ne peux pas... Enfin, moi, j'arrivais pas à me dire, mais ils sont à tel endroit de l'entreprise, c'est hyper déstabilisant. Tu te sens aussi perdu qu'eux. Ouais. Dans le monde, de manière générale, ils te perdent dans le... À quelle époque c'est, ils te perdent dans où c'est. C'est-à-dire que tu sais jamais exactement. Et surtout, je trouve, par rapport à l'époque, c'est-à-dire que t'as à la fois des outils, j'ai l'impression que ça date des années 50, les voitures, etc. Et en même temps, ils ont un smartphone. En fait, t'es perdu... partout. Ça c'est le rétrofuturisme là, ce dont tu parles, Mo, c'est le fait de mélanger plein d'objets, de meubles, de voitures, etc., de différentes époques pour créer un truc de science-fiction proche de toi, mais en même temps anachronique, qui renforce cette sensation étrange, quoi. Donc t'as raison, les ordinateurs, ils viennent des années 80, les voitures aussi, et en même temps, enfin, c'est ce mélange-là, ce côté hétéroclite qui fait la patte identitaire et visuelle de la série. Après, bon, pour continuer un peu sur l'esthétique, je vais parler de l'architecture brutaliste, notamment dans Lumon. Est-ce que vous savez ce que c'est l'architecture brutaliste? J'ai des idées, mais... En gros, on prend des trucs, genre du béton, les matériaux les moins nobles possibles, et on fait des gros blocs, quoi. Là, je pense que si un architecte m'écoutait, il serait vénère contre moi. Mais voilà, donc souvent, voilà, Lumon, c'est très anguleux, c'est très austère, hein. Vraiment, il y a un côté pas fini, en tout cas, voilà, minimaliste à fond. Mais en termes d'esthétique, je suis désolée, j'arrête pas de te couper, mais parce que là, j'ai eu une image, justement, sur l'esthétique, c'est l'image du couloir entièrement vitré, là. Oui. Au sein de Lumon, et je trouve que ce plan, il est incroyable en termes d'esthétique, et justement,
bah, c'est un matériau un peu plus noble, entre guillemets, il y a quelque chose d'une forme de douceur, et en même temps terrifiant, parce que tu vois tout à travers ce couloir. Le regard, il transperce tout, et bon, bref, j'adore cette scène. Voilà, bah, tu vois tout, mais tu sais rien. Et En fait, ça te sert à rien de voir. Ouais. Ça t'apprend pas plus de choses. Tu la comprends pas en plus, ce passage-là, tu sais pas, enfin, c'est... Ouais. Pardon, non, mais c'est super. Attendez, mais pourquoi vous vous excusez? Moi, j'ai envie d'ouvrir ma bouche toutes les 3 secondes, mais c'est pas écoutable, en fait. Coupez-moi, en fait. Je vous en supplie, coupez-moi. Donc, je vais passer au mouvement de la caméra. Parce que... Alors, pour vous faire une description pour l'audio guide, Léa a levé les yeux au ciel et elle a fait du oh comme ça là, avec sa bouche, c'était extrêmement drôle. Dans l'image, c'est tout. Voilà. T'as des choses à dire sur les mouvements de la caméra? Vas-y. Ok. Donc dans Lumen, on va voir que les plans sont assez rigides, fixes, même si t'as quand même des mouvements de la caméra, mais ils sont très précis, t'as une précision robotique. D'ailleurs, ils ont fait la plupart des plans avec un robot, notamment la scène de la saison 2 d'ouverture où ils expliquaient que c'était hyper dangereux parce qu'en fait le robot va bouger mais pas du tout en fonction de l'acteur, et en fait c'est un robot qui fait plusieurs tonnes et c'est archi dangereux. L'acteur, il faut qu'il fasse exactement attention à sa marque, parce que si il se tourne au mauvais moment, bah le robot il peut lui foutre une patate, il peut le... Voilà, donc c'est hyper intéressant. Moi je pensais que t'avais un mec qui courait derrière. Oui, t'as eu les deux, Okay. T'as le robot et un mec qui court derrière, exactement. Donc la composition de l'image, elle est hyper frappante, tu vas vraiment avoir des cadres dans le cadre, donc des personnages qui vont être séparés par des bureaux, par des fenêtres, par des miroirs, enfin en veux-tu, en voilà. Comme on l'a dit, c'est un environnement stérile, donc les mouvements de la caméra sont très stricts, c'est un peu à la Fincher, hein. Et t'as pas mal de mouvements circulaires. À l'extérieur, les mouvements sont beaucoup plus libres et les lumières sont plus chaleureuses que dans Lumen, où dans Lumen on a vraiment les lumières fluorescentes des bureaux, quoi. Enfin, vous voyez, les même qu'on avait à l'école aussi. Et en fait, tu sais, quand on a un qui fait zzz, comme ça, là, qui se désactive et ça rend fou. Ouais. Tu sais, ça... Enfin, vous voyez, ces lumières-là. Dans le réel, c'est légèrement plus chaleureux, notamment chez la sœur de Mark. Mais chez Mark, c'est dark as fuck. Enfin, c'est vraiment... t'as une lumière utilitaire, donc tu vas avoir la lumière de la plaque de cuisson, on va dire, de sa cuisine. Et lui, recroquevillé dans son canapé avec une pauvre lampe à côté de son canapé, mais c'est quand même un univers très sombre. Ouais, moi je trouve qu'à l'extérieur, j'ai pas trop ressenti de chaleur non plus. Non. C'est plus du bois, il y a des lumières qui sont plus jaunes, mais je trouve que ça reste hyper froid et stérile, même chez les familles, et en particulier chez les Aouti d'ailleurs, parce que tu sens que... Enfin, je trouve que tu sens la dissociation aussi chez eux, quoi. Peut-être qu'on peut faire un élément de langage Aouti-Ini, expliquer ce que c'est ? Parce que ce qui est génial aussi, c'est... Alors, dans plein d'univers, c'est comme ça, et je trouve que c'est quand c'est bien réussi, mais il y a le langage de la série. C'est-à-dire qu'on a appris plein de choses de langage qui nous paraissent maintenant hyper logiques. Oui, alors c'est absolument pas logique. Alors, c'est pas logique quand t'es à l'extérieur, il y a un truc de qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter, mais en fait, ça va très vite à ce qui te fasse adopter le langage de l'industrie, le langage de Lumen. Enfin, je trouve que ça, c'est aussi hyper fort parce que tu peux en parler à l'extérieur avec des mots que eux t'ont donnés. Donc, Ini Aouti, par exemple, c'est-à-dire que les Ini, c'est les êtres qui sont dans le travail et qui connaissent que l'espace du travail, quand on disait nouveau-né, etc. C'est-à-dire qu'ils naissent, en fait, presque là-dedans. Et ils ne connaissent pas leur eux extérieur, qu'on appelle les Aouti, donc les eux-mêmes, mais à l'extérieur de Lumen. C'est ça, les inters et les exters, je crois qu'ils le c'est ça, mettent comme ça en français. Ce qui fait que par personnage dissocié, t'as 2 personnages. Alors, même si... c'est toute la question de la série aussi, de est-ce que c'est la même personne ou pas, mais les acteurs font quand même ce travail de différencier les deux, et du coup, t'as pas le même rapport avec les deux. Enfin, ça, c'est juste prodigieux pour moi, c'est-à-dire que t'as plusieurs personnages dans un. Je trouve que le personnage principal, Aouti Mark, en fait, au début, c'est dur de s'attacher à lui, quoi. Totalement. Bref, je vais un peu trop loin, mais en tout cas, voilà, il y a tout ce langage aussi qui est développé, et le fait que ça démultiplie leur jeu d'acteurs, quoi. Voilà. Ah, puis quel jeu d'acteurs. Ouais. Enfin, les passages dans les ascenseurs qui marquent justement le moment où tu fais la transition entre Ini et Aouti. Enfin, je trouve qu'il y a une qualité de jeu d'acteur, j'ai rarement vu ça, quoi. Tu reconnais leurs expressions, tu reconnais leur façon de marcher, enfin, c'est assez impressionnant, je trouve. Et justement, ce plan dont tu parles
de la transition du outie ou ini ou du ini ou outie. C'est un zoli, ça s'appelle. Donc ça veut dire que la caméra zoom sur l'acteur pendant qu'elle est tirée en arrière. Et c'est ça qui fait que tu as cette perspective particulière. Ouais, c'est ça qui fait que ça pour montrer la transition. Vous inquiétez pas, dans la deuxième partie on pourra plus spoiler parce que là je sens qu'il y a des choses que vous avez envie de... Ouais, la palette des couleurs aussi, ça c'est vraiment très propre à Sévérance, c'est qu'on va retrouver principalement du bleu et du vert, mais il y a quand même la signification de la couleur rouge, notamment dans le générique. Le générique a été réalisé par un mec qui son nom d'artiste c'est Extraweg, de son vrai nom Olivier Latta, un artiste 3D qui bossait, enfin il mettait son travail sur Instagram. Et Ben Stiller est tombé dessus et lui a dit tu peux faire le générique de ma série s'il te plaît. Et maintenant il a un Emmy, le mec. Bah, en même temps, tu m'étonnes. En tant que générique. Voilà. Ouais, le bon de carrière quoi. Ouais. Oui, pour vous elle veut dire quoi la couleur rouge dans la série? Pour moi il y a bleu et rouge et c'était ini outie. Moi je sais pas aller beaucoup plus loin que ça en réalité. C'est les deux marques pour moi. Ça te permet de bien différencier. Il y en a un c'est l'ini et il y a pas une référence à Matrix aussi? Ah la pilule rouge. Ouais. Oui, peut-être, j'avoue. Ouais. Et c'est aussi la couleur enfin, il y a un des personnages qui fait toujours la même peinture. Oui, moi je pensais à ça. Et c'est une peinture où on a en majorité du rouge et du noir. Bah, en majorité du noir, ouais. Et une petite touche de rouge. Petite touche de rouge. Juste au-dessus de la porte. Est-ce que c'est pas... Ouais, est-ce que c'est... Mais moi j'ai l'impression que le rouge il est utilisé aussi pour orienter le regard. Sur les éléments importants de l'action, enfin j'ai l'impression que c'est la couleur qui vient orienter le regard. Donc ouais. Je sais pas. Ou un peu de la rébellion, enfin c'est un truc de voilà. Le sang quoi. Ouais, du danger du sang et de et du c'est la part qui est aussi pas complètement broyée par le système de l'industrie. Tu vois, il y a un truc où tu voulais de la psychanalyse, c'est la pulsion le rouge. C'est ça. C'est la pulsionalité qui est en chacun d'entre eux et qui peut-être lie justement les deux parts, enfin ini et outie, ils sont liés par cette pulsionalité et c'est en cela que pour moi ils sont une seule et même personne. Pas mal. Voilà. Moi j'aime beaucoup. J'avais pas de réponse, je voulais juste vous demander ce que ça voulait dire pour vous. Parce que je trouve ça. Alors pour moi, oui, c'est vraiment l'esclave intérieur. C'est le ini. Le rouge. Ouais. Ok. Mais parce qu'il a deux petits poissons aussi. Voilà, c'est ça. Donc pour l'écriture, Erikson s'est inspiré donc, comme je disais, les backrooms, la creepypasta d'internet, mais aussi du jeu vidéo de 2013, La Parabole de Stanley. Ça vous dit quelque chose? Où c'est pareil, en fait, t'es dans un monde de l'entreprise et t'as une narration un peu bizarre et c'est un peu off-putting. Il s'est aussi inspiré de The Truman Show, dans la peau de John Malkovich, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, et Black Mirror. Et c'est vrai qu'on retrouve quand même la même idée que dans Black Mirror, un concept d'anticipation cauchemardesque, quoi, et la technologie qui tourne mal. En termes de bouquins, il s'est inspiré de L'Enfer existentiel de Jean-Paul Sartre en 1944 dans Huis clos, mais aussi du totalitarisme dystopique de 1984 de George Orwell. Ok. Et franchement, dit comme ça paraît logique. Oui. Tu vois, tu te dis oui... Faut-il avoir ces éléments culturels en tête? Ça va, normalement 1984, tu l'as lu au lycée. Oui, je l'ai lu ça. Mais bon, c'était notre génération, donc peut-être les jeunes, ils l'ont pas. Ok, bon, peut-être qu'on peut commencer un petit peu à parler des grands thèmes de Sévérance avant d'entrer dans vraiment la partie beaucoup plus descriptive, beaucoup plus spoiler, qui va nous intéresser et qui va être vraiment l'intrigue et la relation entre les personnages. Pour vous, c'est quoi les grands thèmes de Sévérance? Ce dont tu parlais tout à l'heure, Mo, sur la question de l'identité. Voilà, est-ce que si on est dissocié au travail et qu'on se rappelle pas tout ce qu'on a fait pendant 8 heures de sa journée... on est une seule et même personne ou est-ce qu'il y a deux existences qui vivent leur vie de manière parallèle? Ouais, en fait, c'est ça, c'est que finalement, la dissociation, ça amène un trouble dissociatif de l'identité, quoi. En tout cas, ça pose cette question-là. Ouais. Ça va créer des personnalités différentes. Ouais, alors après, il y a le rapport au travail, évidemment, c'est quand même un des thèmes un peu prédominants. Et moi, je dirais aussi des thèmes qui
Parce que Eternal Sunshine, oui, hein, complètement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui se recoupent. Ça va être tout ce qui est conscient-inconscient. Tu peux mettre beaucoup de choses là-dedans. Le rêve, la mémoire, l'oubli, l'amnésie, des choses comme ça. Et je trouve l'amour qui va quand même transcender ça. Enfin, et dans Severance, un peu quand même aussi, finalement. Oui. Et donc la question de l'amour qui transcende malgré tous les parts de toi, tout ce que tu peux mettre en place pour essayer d'oublier. Non, voilà. Et à l'évidence, c'est des thèmes qui m'intéressent, même si je ne sais pas exactement pourquoi à ce point-là. Mais... Ça résonne en tout voilà. cas. Et d'ailleurs, moi, ça m'a surprise que dans la saison 2, l'amour prenne cette place-là. Ouais. Je m'y attendais pas du tout, en fait. Et j'ai trouvé ça très chouette comment ça a été amené. Ouais, je m'y attendais pas. Moi non plus, je crois. C'est vrai que sur le monde du travail, c'est quand même une grosse critique du capitalisme, du monde de l'entreprise, et de ce qu'on appelle les bullshit jobs, parce que du coup, au début de la série, ce qui nous est présenté sur le travail qu'ils font, ce travail si mystérieux, si interdit, en fait, c'est... Comment vous le... Bah, classer des chiffres. Enfin, au début, c'est comme ça que c'est présenté. Ils sont face à un écran d'ordinateur, t'as 4 boîtes, un truc comme ça, et tu classes des chiffres dans les boîtes. Et tu ne sais pas plus que ça. Tout comme les employés ne savent pas plus que ça. But the work is important and serious. Ouais. Et vraiment, la saison 1, t'es là, mais genre, what the fuck, C'est quoi. ça. Enfin, où va-t-on ? C'est ça. Et c'est ça, moi, je trouve, qui est obsédant, enfin, en tout cas, sur cette saison-là, mais c'est quoi le putain de délire, en fait pardon, mais... Complètement. Qu'est-ce qu'ils font avec ces chiffres ? Ouais, pourquoi, en fait Vous aviez des théories ? Moi, dans la saison 1, une de mes théories qui s'est avérée complètement fausse, je me disais, en fait, on s'en fout. C'est-à-dire qu'en fait, on va jamais savoir, c'est pas fait pour ça, on va aller complètement autre part. Bon, à l'évidence, je m'étais quand même un peu trompée, si, on sait quand même un petit peu plus, mais je pensais que ça allait nous maintenir dans un truc un peu absurde de qu'est-ce qu'ils font et qu'on saura jamais. Au départ, je pensais ça, moi. Ouais, moi aussi, je pensais qu'ils faisaient un truc random pour les occuper et que le vrai travail se concentrait sur les employés. Et qu'en fait, c'était eux, en tant que sujet, qui étaient intéressants pour X ou Y raison à ce moment-là, mais qu'on s'en foutait de ce qu'ils faisaient sur l'ordi. Ok. Ouais, pour moi, ils fabriquaient une IA, quoi. C'était ce que je me disais, ils étaient en train de coder une IA avec les chiffres. Bah ouais, why not, hein. Puis t'as tous les dérives du travail, enfin c'est tellement bien fait, encore une fois, dans le langage, dans la manière de jouer, donc l'espèce de faux management bienveillant, enfin tout y est en fait. Ce qui est génial, c'est que c'est un concentré de tout, et du coup, je trouve qu'il n'y a pas grand monde qui peut pas s'identifier à certains aspects du monde du travail, vraiment. Ouais, je trouve que c'est très 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 bien fait à ce niveau-là. Bah ouais, je sais pas, tu vois, moi j'ai pas eu ces expériences-là dans ma vie. Même raconter, même témoin, même la personne qui s'épuise. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que même si tu en as pas fait l'expérience, moi ça m'a pas empêché de m'identifier à d'autres endroits, quoi. Ouais, ok. Et de m'attacher au personnage, parce que ça me faisait un peu peur, justement, cet aspect-là où on concentre le sujet sur, enfin dans la saison 1 encore une fois, sur le monde de l'entreprise, qui est un monde que je ne connais pas du tout, j'en ai pas fait l'expérience, et ben pour autant, c'est tellement bien décrit, t'es tellement identifié aux personnages, ils sont tellement bien écrits les personnages, que ton expérience elle se fait quand même. Et à travers cette série, j'ai vécu quelque chose du monde de l'entreprise que moi je connaissais pas, pas trop, quoi. Enfin oui, j'ai des représentations, je vis pas dans une bulle bien sûr, coupée du monde, mais bon, voilà. Ah, c'est intéressant. Moi, j'ai très peu travaillé en entreprise, mais j'ai vraiment retrouvé cette sensation d'écrasement et t'es très déshumanisé dans quelque chose de immense, t'as l'impression d'être une fourmi dans une fourmilière, et que les codes de l'entreprise sont complètement bizarres, et par rapport aux codes de ailleurs, enfin... J'ai trouvé que c'était assez cauchemardesque à cet égard-là. Au départ, donc, on a le personnage de Mark qui fait partie du service des Macro Data Refinement. Donc c'est quoi? C'est raffineur de données, de macro-données, qui fait ça, qui fait ses chiffres avec ses collègues. Ils ont un manager qui s'appelle Mr. Milchick. Oh yeah. Et c'est un peu la prémisse, en tout cas, des personnages qu'on va suivre. Je pense qu'on peut commencer à parler aussi de cette entreprise qui a sa propre mythologie. Lumon, qui a été fondée par Kir. Voilà, Alors, qu'est-ce qu'on sait de Kir, en vrai? Alors, on sait qu'il a bossé dans des usines d'éther. Ouais.
Voilà, il a commencé là-dedans, apparemment. Après, ça reste quand même très, très opaque. Ouais. Donc, pour moi, tu comprends qu'il a touché un petit peu à tout. Il a fait un peu de pharmaceutique. Enfin, il y a tout un... C'est un laboratoire. Enfin, c'est un laboratoire, une entreprise pharmaceutique, c'est ça qu'on comprend. Et qui se développe. En gros, c'est ça qu'on sait à peu près. Et que y a c'est plus dans la saison 2, je trouve que c'est quand même marqué ce tournant-là de t'as un truc sectaire. C'est-à-dire que ils ont tous un langage hyper chelou, t'as des codes que tu comprends pas du tout. Et dans la saison 1, je me pose la question d'où ça va, et ça appuie sur le... c'est la scientologie, quoi. Enfin, vraiment, c'est une secte, voilà. Ouais. C'est très probable. T'as des livres qui sont écrits qui racontent l'histoire de Kirigan, enfin t'as vraiment une mode mythologie Bible, autour de ce personnage. Enfin, moi je me le représente vraiment comme une espèce de déité au-dessus de Lumon, où t'en viens à te demander s'il a réellement existé, le gars, en fait, ou s'il a été construit de toutes parts, quoi. Moi c'est plutôt... je me dis pas qu'il a pas existé, je me dis ce qui est dit est complètement... Quand tu as plusieurs textes sur Egan, et tu finis par te poser la question, par exemple, en fait, est-ce qu'il allait chercher des hyper jeunes filles qui en fait étaient mineures. Enfin, en fait, moi, c'est plutôt... Oui, il a existé, aussi, hein. mais comment ça a été idéalisé, moi. C'est plutôt ça que je me dis par rapport à Kir, quoi. Bah, tu vois comment ça mobilise un système de croyance chez chacun. Complètement. Qui est utilisé notamment pour contrôler les Inis. Oui. C'est qu'ils donnent du sens au travail et à l'entreprise. Comment ils font pour les garder enfermés dans un sous-sol toute leur vie? Parce que les Inis ne se rappellent pas d'avoir dormi, ils savent pas qui est leur mère, ils savent pas où ils sont nés, ils savent même pas quel âge ils ont, ils savent rien. Ils se réveillent dans ce bureau et ils vivent que ça. Donc pour les contrôler, il faut quand même quelque chose, quoi, un narratif. Une histoire. C'est ça. Et ce narratif est complètement obscur, très... vieux communisme soviétique un peu dans son esthétique, propagande. Ouais, quand ils vont visiter la salle où il y a les statues de toute la dynastie Egan. C'est pas des statues, c'est des animatroniques, quoi. Ah ouais? C'est ils parlent, bougent, ils ont des voix et tout. C'est vraiment cringeland. C'est pas des statues à ce moment-là? Non, c'est comme l'animatronique. Ok, ouais, je me souviens dans la saison 2, mais dans la... Ah ok. Ouais, bon. C'est hyper malaisant. Ouais, c'est très malaisant. C'est très malaisant. Tout ce qui touche à Kir et au Egan et à Lumon, t'as un truc où ça va forcément devenir cringe à un moment ou à un autre. Ouais. Tu sais que tu vas pas être bien et serein très vite, quoi. Ok, bon, je pense qu'on est à 30 minutes, on va pouvoir commencer à spoiler. On a fait ça bien. Ouais, On c'est a bien. pas spoilé grand-chose. Ok, allez, on y va. C'est parti. Moi, j'aurais bien commencé par Ellie, parce que pour moi, Ok. Ellie, c'est ta porte d'entrée dans l'univers. Bah oui. C'est-à-dire que tu commences... Donc, Ellie, au départ, Donc, c'est une membre des Macrodata, là. Ils sont 4, et elle, c'est la nouvelle qui arrive. Et du coup, donc, la première scène, en effet, c'est elle qui se réveille en tant que Ellie, donc qui ne sait pas où elle est, qui elle est, pourquoi. Et en fait, Ellie va toujours dire les choses que le spectateur pense. C'est-à-dire elle a un dialogue beaucoup plus simple. C'est-à-dire quand il va se passer un truc bizarre, elle va dire what the fuck, enfin qu'est-ce qui est en train de se passer. Quand il y a un personnage qui fait peur, elle le dit. Quand il faut aller dire à quelqu'un d'aller se faire foutre, elle le dit. C'est la seule qui veut sortir. En gros, le Ini de Ellie ne veut pas être là, et elle va tout faire pour essayer de sortir. Et ça fait du bien en tant que spectateur, parce que t'es en mode oui. Enfin, Il y a des mots qui sont posés, quoi. ouais, et puis on aurait tous essayé au moins, et puis c'est normal qu'elle se pose la question, et qu'elle a pas envie, et que etc. Donc pour moi, c'est heureusement qu'elle est là, c'est ta porte d'entrée dans l'univers, sinon sans elle, ça aurait été complètement impossible, enfin je trouve. Donc c'est un très bon personnage pour ça, et je l'aime plus que tout, voilà. C'était beau. J'ai une petite larme. C'est la rebelle, quoi, elle fait du bien en fait, c'est un personnage qui fait du bien. Bah, c'est un personnage qui est passionnant à suivre parce qu'elle est toujours dans l'action, elle est toujours dans le mouvement, elle est toujours dans le rejet de ce qu'on lui présente. C'est vraiment la résistance incarnée. Et c'est cool de voir une meuf. C'est la seule meuf aussi. Ah oui, c'est la seule meuf du Macro Data Refinement. De la voir, elle est vraiment, elle se laisse pas faire, quoi. Parce que tout le monde a accepté. Quand elle arrive, vraiment tout le monde est en mode oui, tu vas voir, ça va aller, t'inquiète pas. Et elle dit en fait non, pas du tout. En fait, je veux pas ne jamais dormir de ma vie et juste passer en boucle les mêmes journées au travail sans interruption. Ouais, elle rejette immédiatement le concept, elle veut immédiatement partir. Et quand elle essaye de partir, donc il l'emmène au severed floor et vraiment à l'endroit où en fait elle peut emprunter une porte de secours, parce qu'en fait la mémoire est spatialement dictée dans Sévérance.
En gros, ils ont un microchip dans le cerveau qui s'active en fonction de où géographiquement ils se trouvent. Et donc du coup, le severed floor, ils sont les Innis, mais elle peut sortir, en gros, par cette porte de secours. Elle se retrouve dans l'escalier, dans l'escalier de secours, et dans l'escalier de secours, elle redevient sa outie, qui la reforce à rentrer, en fait. Et elle fait ça 15-20 fois, quoi. Et pendant ce temps, t'as Marc derrière la porte qui dit je peux pas te regarder partir, mais si tu te retrouves à revenir à chaque fois, c'est que tu le veux, c'est que quelque part tu le veux. Ça, c'est une super idée aussi de leur dire en fait vous avez choisi d'être là. Et très pervers. Sur l'identité, c'est hyper intéressant cette question-là. Et d'ailleurs, son outil, donc toute la saison, on sait pas exactement qui c'est, on sait pas du tout qui c'est, mais juste elle envoie des vidéos pour lui dire en gros c'est pas toi qui choisis en fait, tu n'es personne. Oui, parce que Ellie fait une demande pour sortir, pour démissionner, et elle répond par vidéo. Et elle lui dit en fait c'est moi qui choisis, c'est moi la vraie personne, tu n'es rien quoi. Et là, ça va être les premiers questionnements sur l'identité, sur en effet est-ce que les Innis sont des personnes, et ça va s'amplifier de plus en plus, cette question. Tout à fait. Ellie va, au début de la série en tout cas, lutter tellement loin jusqu'à la décision finale qui est essayer de mettre fin à ses propres jours. Et même ça, on lui enlève. Elle ne peut pas se suicider. Et malgré le fait qu'elle essaye de se tuer, on la garde à l'intérieur. Et c'est un peu comme ça qu'ils la brisent d'ailleurs. Parce qu'ils finissent par la briser dans la saison 1 jusqu'à ce qu'elle parvienne à se résister de nouveau et... notamment avec l'impulsion de Dylan, se rebeller, Dylan et Irving, mais elle va quand même, par sa présence, quand on rencontre les 3 autres personnes des macrodata, donc on a Dylan, qui est joué par Jack Cherry, on a Irving, qui est joué par John Turturro, et Adam Scott, qui joue Mark. Ouf. Ouais, non, je comprends un peu. Et c'est vrai que, voilà, au début, quand elle arrive, eux, c'est tous des bons petits soldats, quoi. Marc, il est très sensible à l'autorité, il est soumis, il est très discipliné. Dylan, c'est plus le grand gamin du service. Lui, il a tous les bénéfices secondaires, donc c'est les pièges pour les doigts et puis les gommes colorées, quoi. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils les ont aussi. Et Irving, c'est un fanatique de Kirk. Vraiment, lui, il a trouvé tout le sens dans quelque chose de plus haut que lui, de plus grand que lui, dans la religion, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le spirituel du groupe. C'est ça. Chacun, en fait, ils sont motivés par un truc. Irving, ça va être l'élévation de l'âme. Dylan, ça va être les possessions matérielles. Et Marc, ça va être, se satisfaire des tâches. Et ils ont vraiment une relation très familiale. Et au début, Ellie, elle va vraiment leur dire, de toute façon, vous êtes nuls, je vous déteste. Et ils vont finir par faire famille. Ils vont finir par se soutenir et ensemble, en tout cas à la fin de la saison 1, réussir à passer la barrière et à aller dans le monde extérieur. Ça, c'est vraiment incroyable. La fin de la saison 1, elle est extraordinaire. Et à propos de Ellie, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de sa outie, Elena. On garde le suspense encore un peu. Je garde un petit peu. On garde un peu, ouais. Okay. On va sur la saison 1. Est-ce qu'il est vos personnages préférés ? Dans les 2 saisons, en tout, je pense que c'est... Alors, Ellie restera en fil rouge, parce que c'est vraiment... elle est trop importante pour moi, mais sinon, je pense que c'est Milchick. J'adore, je trouve que c'est un personnage brillamment écrit, et j'adore ce personnage. Il est incroyable. Vraiment. Interprété par Tramel Tillman. Donc, en fait, tous ces questionnements passent par ses yeux, parce qu'il va jamais le verbaliser. En fait, il verbalise pas en se disant, comme dans d'autres séries du style j'étais en train de penser ça parce que ça m'a rendu triste, en train de commenter leurs émotions. Cet acteur, tout passe dans le regard, le visage, t'as pas besoin qu'il te parle. Donc j'ai fini par me rendre à l'évidence que c'est Milchick que je préfère dans la série. Oh waouh, carrément. Ouais, carrément. Ah ouais. Ce qui était pas évident du tout au début, Voilà. Toi, Léon ? Je suis pas sûre de réussir à avoir un personnage préféré, justement parce que moi ce que j'aime c'est leur équipe. Et la complémentarité qu'il y a entre chacun d'eux, et pour moi ils sont tous brillants les acteurs dans cette série. Donc et j'ai même réussi à aimer Milchick aussi, alors qu'au début je le haïssais du plus profond de mon âme, et il est brillant effectivement.
Mais pareil, j'adore Irving, j'adore Dylan pour ce que chacun apporte dans la dynamique de leur équipe et dans l'avancée de leur quête. Enfin, c'est... Non, je crois que je suis incapable d'en avoir un qui sort du lot. Même si Ellie, effectivement, a quelque chose de particulier. Parce que c'est elle qui va amener, je trouve, le dynamisme, le rythme, les questionnements et aussi beaucoup l'humour. Ouais. Je trouve qu'elle apporte cette légèreté sinon t'asphyxies dans cette série en fait, t'es en tension en permanence, enfin t'en peux plus, et elle est là, elle vient soit mettre les mots, soit mettre de l'humour, soit merci d'être là quoi. C'est vraiment la vie quoi, Ellie. Ouais. Je suis totalement d'accord. Non, j'aimerais être elle. Ouais, elle est trop badass, elle est autant incroyable. de force et de détermination que Ellie quoi. Incroyable. Elle est si passionnante. Et toi Matou? Bah moi je crois que donc c'est Ellie en premier lieu et Inimark. Ouais, il est incroyable. J'adore Inimark, j'adore le début justement où il est tout soumis. Il est hyper naïf. Bah c'est vraiment un enfant. C'est un tout petit. Enfin, il est très sensible notamment à l'autorité donc de Milchick, mais aussi de Harmony Cobell qui est la boss en fait du Severed Floor. On n'a pas encore parlé d'elle, qui est jouée par Patricia Arquette. Et vraiment, il se fait bolosser par tout le monde. Enfin voilà. Mais ce que je perçois dans Inimark au début, c'est vraiment son innocence, et c'est un cœur fort et vaillant. Notamment au début où Ellie, elle fout la merde en fait. Enfin, elle fait n'importe quoi. Et il est prêt, alors qu'il la connaît pas, il est prêt à en assumer les conséquences à sa place. Il fait tout pour la protéger. Vraiment, il a bon cœur, il est pur. Et ensuite, on va découvrir que Autimark, c'est une toute autre paire de manches parce que c'est vraiment un connard. Enfin, si vous deviez le décrire, Autimark, comment vous diriez ? Alors moi j'étais un peu là, enfin c'est vrai que je répétais beaucoup ça à mon gars quand on regardait de Autimark, je l'aime pas en fait, c'est un personnage qui est pas montré positif. Peut-être qu'on peut expliquer, avant de parler de Autimark, pourquoi il a fait la sévérance, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Oui c'est vrai. Ouais, pour se protéger d'un trauma qu'il a vécu, du deuil de sa femme en fait. C'est ça. Ouais. Lui, c'est ça pour cela qu'il est rentré dans l'entreprise. Parce qu'en fait, ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on apprend au fur et à mesure pourquoi chacun est rentré dans l'entreprise. Et lui, c'est pour éviter ce processus de deuil, quoi. Qu'est-ce qui peut, c'est ça. Qu'est-ce qui peut motiver de vouloir ne pas exister ? Bah, je vois pas quoi de mieux qu'un deuil, en fait, qui n'arrive pas à être fait. Donc voilà, sa femme, Gemma, donc tu comprends que il se remettra probablement jamais de son décès. Il est complètement isolé, dépressif. La première fois qu'on le voit, il pleure dans sa voiture. Il pleure dans sa voiture. C'est la première scène où on remarque. Il est alcoolique et il rejette tout le monde et c'est un peu un connard avec tout le monde, quoi. Ouais. Il est très impatient, mais je l'aime quand même. Il est rigide. C'est un connard, mais je l'aime quand même. Et moi je disais, voilà, c'est vraiment un personnage que j'aime pas et c'est intéressant parce que son mini beaucoup. Et comme disait, en fait il a perdu sa femme. Enfin il dit, c'est aussi la dépression qui fait qu'il est aussi égocentré, insupportable. Et lui, il m'a un peu nuancé en disant t'es dur, je trouve. Non, parce que dans l'épisode 7, tu vois qu'il est quand même assez égocentré aussi, avec Gemma, dans le sens où, voilà, c'est lui qui a décidé d'acheter le lit pour le bébé. À la fin, quand elle est en dépression et qu'elle lui dit « Bon, bah j'y vais », il est là « Ouais, allez, c'est ça, casse-toi ». Enfin, tu sens qu'il s'est complètement replié sur lui dans ce processus de la perte de l'enfant, mais qu'ils ont traversé ensemble, mais qu'il a fini par l'ignorer. Enfin, vraiment, cette dernière scène, donc en fait, l'épisode 7 de la saison 2, c'est vraiment le flashback de qu'est-ce qui s'est passé pour sa femme disparue, Gemma. Bah, dans cette scène où elle part juste avant sa mort, il la calcule pas du tout. Enfin, tu sens qu'il est quand même assez... Moi, j'entends de la souffrance, je suis d'accord avec ton gars. Enfin, je trouve que c'est mais un ils gars l'ont qui perdu va ensemble. extrêmement... Oui, mais en fait, pour moi, il souffre tellement qu'il arrive même plus à prendre en compte l'extérieur. Il est complètement replié sur lui comme quelqu'un qui est extrêmement dépressif et qui ne voit plus que sa souffrance à lui. Et le monde extérieur est soumis à ta propre souffrance, en fait. Et je trouve qu'il y a quelque chose chez Mark Scout... Ah bah de toute façon, sa dénomination principale, c'est qu'il souffre. Et la dépression, le fait qu'il n'arrive pas à se mettre au travail, et pour ça qu'il va se dissocier, au lieu d'aller en psychothérapie, bah il se dissocie, il va au boulot et il oublie la moitié de son existence, quoi. Bah ouais, comme lui, c'est ça qu'il a trouvé. Bah ouais, alors c'est ça qui est brillant. Aller en psychothérapie. Au lieu d'être des connards, parce que vous êtes dépressifs. Ouais. Non mais c'est ça en fait. C'est qui vous dit ça.
On est bienveillante. Hein. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que donc il y a un personnage dans la saison 1 qui est le personnage de Pity, qui a réussi par un processus très obscur, qui est la réintégration, c'est-à-dire avoir à la fois la conscience du Ini et du Aouti, qui dit à Mark Aouti, parce que du coup il va lui parler, il lui dit je suis ton collègue, l'Humon ils font des dingueries, waouh, faut qu'on s'échappe, machin. Et il dit à Mark, ça se voit que tu souffres, tu l'emmènes, enfin quoi que ce soit que tu vives, tu l'emmènes avec toi en bas, et il y a des moments où tu sors de l'ascenseur et t'as les yeux rouges en fait, enfin, ta tristesse elle est avec toi, c'est pas parce que t'es dissocié que tu la ressens pas. Et ça m'a brisé le cœur. Mais en même temps, oui, ça... C'est tout le principe en même temps de l'Humon, c'est de tester un peu la résistance au trauma en fait. Ouais. Parce que les Ini, au-delà des enfants, c'est en gros des personnes qui n'ont pas vécu de y a rien. Trucs négatifs. Et du coup... De trucs tout court d'ailleurs. De trucs tout court. Ils ont zéro expérience de vie. Ça reste... Et c'est vrai qu'à certains moments, ils sont vraiment, vraiment très différents entre leur intérieur et extérieur. Et en même temps, tu vois un peu l'essence de leur âme à chacun, qui est quand même... que tu revois à l'extérieur aussi à certains moments. Enfin, je trouve que... tu vois ce qui serait si la vie aurait été un peu moins hardcore avec eux. C'est la version pure, quoi. Ouais, c'est un peu. Il y a une notion un peu comme ça, je trouve, où c'est la version un peu innocente. Au-delà d'ils ont rien vécu, c'est aussi la version un peu préservée d'eux-mêmes. Alors, sauf que. Alors, c'est vraiment la mémoire qu'ils oublient, mais ils oublient pas tout. C'est-à-dire qu'ils ont encore tout ce qui est mémoire du corps. Oui. Donc, ils savent faire les choses corporelles et ils s'en souviennent. Genre conduire, par exemple. Enfin, ouais, ils se souviennent, leur corps se souvient. C'est drôle quand ils essayent de se souvenir du monde extérieur, parce qu'il y avait un moment où la première question qu'ils lui posent quand Ellie se réveille, c'est peux-tu nommer 3 endroits dans le monde ? Et je crois qu'elle dit Delaware, un truc comme ça. Et à la fin de la saison 2, elle lui dit j'ai trouvé 2 autres endroits. L'Équateur et Zimbabwe. Et en fait, elle sait pas, juste elle a les noms, mais elle sait pas ce que c'est, quoi. Alors finalement, ce qui va se passer, c'est que les personnages vont avoir des relations dans l'Humon et des relations à l'extérieur, notamment le personnage de Ini Mark qui va tomber amoureux de Ellie, sachant que Aouti Mark est amoureux de sa femme. Donc en fait, finalement, Mark, il est amoureux de 2 personnes à la fois, mais sans le savoir, vraiment. Donc on n'a pas précisé que sa femme fait un passage aussi dans l'Humon. Tout à fait. Ça, c'est le... C'est le plot twist de la saison 1. Le plot twist de la saison 1, tout à fait. Vous voulez le décrire un petit peu ? En gros, on voit jamais... On sent que le deuil est tellement dur qu'il a tout caché, en fait. Il planque tout à Aouti Mark de Gemma. Donc tout est dans la cave, enfin voilà. Il y a pas d'image, hein. Et à un moment, il fait un peu genre, son processus de deuil est bien entamé, du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend la dernière photo qu'il a d'elle, il la déchire, ce bolos. Il regrette immédiatement, et du coup, il va vouloir recoller la photo. Et au moment où il finit de recoller la photo, on voit que le personnage qui est la femme de Aouti Mark est en fait un personnage de l'Humon qui est censé être la coach bien-être. La coach bien-être, voilà, exactement. La coach bien-être qui est en vrai un des pires Ini, c'est-à-dire qu'elle vit par des tranches de 30 minutes où elle fait que ses sessions de bien-être et ensuite elle repart dans le néant. De toute façon, c'est le personnage qui se fait le plus maltraiter globalement. Enfin, Gemma. Vous pouvez décrire la séance de coach bien-être, je vous en supplie, parce que c'est... Donc, en tout cas, quand on est dans l'Humon, donc quand on est avec les Ini, on l'avait vu ce personnage qui était Miss Casey, donc celle qui fait le truc bien-être là, et on a vu les séances bien-être. Génial. Où en gros, donc elle met une petite ambiance un peu tamisée. Elle est robotique. Moi, elle me faisait flipper. Hein. C'était le cringe, hein, Miss Casey. J'étais pas du tout bien quand elle était là, en vrai. Moi, je l'adore. Alors, ce qu'elle fait, c'est qu'elle assoit le Ini. Elle met une petite musique, machin, il y a des plantes quand même, ça vous c'est relaxant et tout. Et en fait, elle a une liste de faits sur le Aouti du Ini. Donc elle dit... Votre Aouti sait faire du ping-pong. Votre Aouti aime jardiner. Votre Aouti est sûr de lui. Vraiment, c'est tellement angoissant. Votre Aouti a plein d'amis. Et en fait, si le Aouti réagit, genre... S'il a un truc le qui Ini, le rend heureux. C'est Irving où elle lui dit votre Aouti est très bon pour embrasser et pour faire l'amour. Et du coup, lui, il est trop content. Il est en mode... Et elle est en mode, s'il vous plaît, ne réagissez à aucune information. Vous avez perdu 50 points. Vraiment, on voulait cette partie-là. Ouais. Elle dit en gros, elle réagit pas, mais elle dit tu dois réagir la même pour toutes les informations, tu dois pas en montrer qu'il y en a une qui est plus que l'autre.
Aucun sens. De toute façon, c'est vraiment absurde. Ouais. Ne montrer aucune préférence. Et t'as des trucs un peu cachés quand même, qui sont où tu te dis, mais est-ce que c'est vrai ou pas? Parce qu'elle dit à Irving, notamment, votre outie aime le son de Radar. Sachant que Radar, c'est le nom C'est du son chien chien. Ouais. de son outie. Ah, moi je pense qu'elle sait des vrais trucs. Donc, non, mais est-ce que c'est les. Parce que c'est pas elle qui l'a écrit, pour Non. moi, c'est Lumon qui lui donne. Ouais, Et je pense. est-ce qu'ils mettent des vrais trucs Ah, je dedans pense. Ouais, moi je pense aussi qu'ils ont fait un peu une étude sur les personnes avant pour avoir des infos, ou même en entretien d'embauche, tu vois. Sûrement. Après, Voilà. moi je m'étais demandé s'il passait aussi des messages subliminaux, un peu lavage de cerveau, tu C'est vois. Dans Oui. ces... Parce que c'est complètement ça, c'est complètement du lavage de cerveau. Quand ils ont fait quelque chose de mal, on les met dans une pièce, on les enferme et on leur fait répéter. Alors ça, c'est plus les séances de bien-être. Hein. Non, ça c'est l'inverse. Ouais, ça c'est la break room, la salle de pause, où vraiment on leur fait répéter 150 fois un texte jusqu'à ce qu'il soit brisé psychologiquement, quoi. Ouais. C'est atroce, c'est de la torture mentale. Et donc nous, ce personnage se résumait à ça, hein, globalement, donc Oui, c'est c'est séances de ici, bien-être. Et donc à un moment, on apprend qu'en fait c'est la femme de Aouti Mark. C'est Gemma. C'est Gemma. Et Voilà. elle est jouée La par femme une décédée, Oui, La femme décédée. Ouais. à Skip. Elle est jouée par Daikon Lachman, qui est une actrice australienne. J'ai appris ça en conseillant la série à une de mes potes australiennes qui m'a dit « Y'a Deacon !» Et j'étais en mode « ok ». Voilà. C'est une rosta, du coup. Ah, c'est une rosta, Ok. du coup. Ok. Oui, donc Parce voilà. que moi je la connaissais pas en dehors de Sévérance, je pense pas l'avoir Moi non déjà plus. vue. Je pense que je l'avais cette actrice. croisée dans des rôles, mais elle m'avait pas... Ouais. Alors Gemma, elle est quand même très importante, Oui. puisque on apprend dans la saison 2 que c'est elle. Qu'on code. Voilà. C'est elle les chiffres, globalement, Ouais. qui sont en train de Donc, mettre dans des boîtes. C'est ça, c'est en fait pourquoi c'est Mark S qui raffine les données, parce qu'il raffine les données de sa femme. Donc pour un peu expliquer le grand plot de qu'est-ce qu'ils font, spoiler alert, qu'est-ce que c'est en fait la mission? La mission c'est de créer le plus possible de personnalités chez une seule et même personne, donc dans chaque pièce. En gros, elle est dans le sous-sol depuis 2 ans, et on fait des expériences sur elle, on la torture, c'est ce qu'on apprend dans l'épisode 7. Et dans chaque pièce, on va compartimentaliser un trauma en fonction de la personne. Donc elle, on apprend qu'elle déteste écrire des réponses à des cartes de vœux. Bah elle a une pièce où sa seule conscience, c'est d'écrire des cartes de vœux, de pas la bonne main en plus, de la main gauche, parce que voilà. Et on va aller de plus en plus loin dans le trauma jusqu'à compartimentaliser le trauma ultime, qui est la perte de leur enfant. Donc la dernière pièce, et on la fout dans une pièce avec un lit d'enfant qu'elle doit démonter. Et le but, ça va être de tester finalement la barrière entre la conscience du ini et la conscience du outie. Pour Oui, voir si, si... si le trauma réveille quelque c'est ça. chose de la conscience C'est ça. extérieure, en fait. Pour compartimentaliser, je pense, toute souffrance humaine, quoi. J'allais préciser que, alors ça du coup, on comprend quand même, mais qu'il reste énormément de zones d'ombre. C'est-à-dire que le but ultime, on l'a pas Bah ouais, encore. On comprend que c'est en gros, ouais, de plus ressentir de souffrance dans des événements. Parce qu'il y a aussi des événements où c'est pas forcément de Gemma en particulier, du style l'avion. En fait, on sent qu'ils ont envie des événements qui pourraient être traumatiques, du style aller chez le dentiste, qu'on puisse se dissocier. Ouais, c'est vrai. Et hop, on sorte et on n'a pas connu ce moment-là. Enfin, il y a plusieurs entre guillemets théories, même si t'as raison, on sent qu'il y a un truc dans le trauma et le deuil. Oui, mais D'effacer évacuer ça. le désagréable de l'expérience. Exactement. humaine, en tout cas. Évacuer ce qui est Sans traumatique. que le trauma, ouais. Euh, Bah, pas que le trauma, moi, enfin, dentiste, Ou- oui, si le ouais, dentiste, non, ça t'as peut être raison. un trauma, T'as mais- raison. C'est le désagréable. Enfin, et ça rejoint quelque chose du monde de l'entreprise où ça doit être hyper lisse l'expérience, quoi. Comme si l'expérience humaine, elle devait être très lisse et on prend ce qui est chouette, ce qui est cool, et tout ce qui est un petit peu gênant, ou très Complètement. gênant, traumatique, on le dégage, quoi. Et Mais- du coup, ils testaient des trucs entre Mark et Gemma, donc c'est pour ça que elle fait les séances bien-être à Mark. En fait, ils testent, on a l'impression qu'ils testent si les deux vont ressentir quelque chose. T'as la grande boss des Severed, qui est Harmony Cobell, justement, qui est au-dessus de Mitchik, quoi, qui est un personnage assez incroyable aussi. Très intrusif, c'est-à-dire qu'elle va chez les gens, voilà, et elle est très flippante et elle est très, encore une fois, très intrusive, cette entreprise de manière générale. Et donc elle va chez Mark sans qu'il le sache et elle pique une bougie de Gemma Qu'elle a fabriqué. que Gemma a fabriquée, et en fait on la voit plus tard placée dans la séance bien-être
en mode est-ce que ça va provoquer un truc. Enfin, on sent qu'ils testent un peu, est-ce que la puce de Marc, elle tient bien ou pas, et ça tient, globalement. Ça tient, mais pendant cette séance wellness, elle lui donne de la terre, et elle lui dit créez quelque chose sur comment vous vous sentez en ce moment. La nuit dernière, Marc était allé pleurer de tout son sou sur un arbre, sur une route, donc on se doute que ça doit être l'arbre où elle s'est crachée, et il fait un arbre avec l'argile, donc il y a quand même un truc symbolisé. Tu vois comment l'inconscient circule en fait. Que oui, il s'est clivé, il n'y a pas accès, mais inconsciemment, toutes ces choses-là, elles sont au fond de lui. Et ça existe. Je trouve ça magnifique. Ah mais c'est incroyable. Et la saison 2, ça va être chercher Gemma, quoi. Globalement, essayer de trouver Gemma, parce que Miss Cassie disparaît, on la voit plus, et on sait qu'elle est encore dans un autre sous-sol. Et Marc, comme à la fin de la saison 2, les Ini ont pris le corps de leur outie, donc en dehors de l'entreprise, Marc a reconnu sur une photo de mariage Miss Casey. Tout à fait. Et il a crié elle est vivante. Ouais. Il sait que Miss Casey est sa femme à l'extérieur, sachant que lui il est amoureux de Ellie. Donc Ellie, qui est évidemment, c'est Elena Egan, c'est la fille du dernier boss de Lumon, quoi. C'est la descendante Egan. C'est la descendante. Ouais. C'est ça dont on se rend compte à la fin de la saison 1, c'est que Ellie se réveille, elle est apprêtée, elle est à un gala. En train de faire de la propagande. Pour la propagande, et elle comprend qu'en fait c'est l'héritière de l'entreprise et que elle a un rôle en fait politique là-dedans. Donc du coup, dans la saison 2, on ne le sait pas pendant les 4 premiers épisodes. En fait, c'est Elena Egan Qui a infiltré les Ini. Elena, elle est bien perverse aussi. Ouais. Les personnages féminins sont très travaillés, et c'est vrai que Harmony Cobell et Elena Egan, on se posait un peu la question de laquelle est la plus terrifiante. Ouais, elles sont terrifiantes. Parce que vraiment, voilà, Elena, tu comprends qu'elle est hyper soumise à son père, qu'elle est robotique, matrixée par l'humain au max, et qu'elle a tout comme Harmony Cobell d'ailleurs, elle a une fascination pour Marc. Oui, les gens ont des fascinations pour Marc dans la série. Fixe quoi. Parce qu'à la fois il est important, on sent justement pour cette idée de... Il est important pour faire l'expérience avec Gemma. Bah c'est l'élu. C'est un peu too much, c'est-à-dire qu'ils sont quand même très très fascinés par lui. T'as envie de dire calmez-vous. Il y a un truc un peu christique quoi. Bah on retrouve le côté sectaire je trouve. Complètement, lui, il a un rôle crucial à faire dans l'histoire de cette secte quoi. Et du coup ça suscite une fascination pour Marc de Harmony qui a quand même été bien lobotomisé aussi. On peut en parler d'ailleurs, il y a un épisode qui lui a été dédié dans la saison 2. Où on apprend un peu la backstory de Harmony. On apprend qu'en fait elle est dans Lumon depuis qu'elle est sa enfant. d'enfance en fait. C'est ça. Oui, on comprend qu'ils sont embrigadés dans des écoles, que du coup ils ont ce narratif-là tout le temps. D'ailleurs, il faut noter que les managers / chefs des Severed, qui sont Harmony Cobell et Milchick, sont pas dissociés eux. C'est-à-dire qu'eux, ils restent tout le temps la même personne, mais par contre, ils sont matrixés par la secte. Et du coup, tu comprends qu'ils sont enfants, tu comprends qu'on les a shootés à l'éther depuis qu'ils ont 8 ans. Enfin, voilà, il y a tout un truc sur le travail des enfants aussi dans la saison 2 qui est un peu plus exploité. Qui est très intéressant parce que du coup Harmony Cobell n'est plus la chef du Severed Floor dans la saison 2, ils l'ont remplacée par Milchick, et pour remplacer Milchick ils font appel à Mrs. Huang, donc une jeune fille mais elle a l'air d'avoir 12 ans, 13 ans, et d'ailleurs les Ini lui disent mais pourquoi t'es aussi jeune, et elle répond à cause de l'année où je suis née. Enfin vraiment, et au début ils se posent quand même la question, ça fait quand même bizarre, même à eux ça fait bizarre. Ça fait bizarre, et en fait voilà, pourquoi il y a une enfant, parce que c'est une entreprise qui fait que bosser les gosses quoi. Mais du coup, ils connaissent le concept d'enfant, c'est étonnant aussi. Ouais. Parce qu'ils sont nés adultes. Ils reconnaissent des trucs. Ouais. Tu sens en tout cas, ils voient que c'est différent. Quoi. Ouais, complètement. Moi, ce que je me demandais, c'est comment elles faisaient, les meufs, pour gérer leurs règles. Parce que je me dis, moi, je suis une Ini. Déjà, je sais pas que j'ai un tampon... Ou alors, t'imagines une serviette hygiénique, mais le stress, pire une cup. Alors là, comment tu fais pour gérer ? Donc voilà, je me suis beaucoup questionnée sur ça. D'ailleurs, il y a un moment où ils regardent la télé et où ils disent qu'il y a une meuf qui est tombée enceinte, en fait, d'un de ses coworkers, mais à l'intérieur de lui-même. Donc en fait, c'est sa Ini qui est enceinte. Qu'il y a des gens qui se font severed pour accoucher. Tellement ils veulent pas vivre un accouchement, du coup, ils utilisent la sévérance pour ça. Voilà, ça va très 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 loin.
Et pour Harmony, du coup, on comprend quand même dans la saison 2, ça c'est pareil, c'est un gros événement entre guillemets, qu'elle a inventé la sévérance en fait. Alors, Qui s'est fait invisibiliser par un complètement, homme. évidemment. Et donc déjà, on comprend pourquoi elle est à ce point-là complètement matrixée et qu'elle veut absolument rester dans le truc des Severed Floor, donc avec les Ini, que c'est son, en fait, c'est son bébé. Ce projet, et du coup tu le comprends mieux dans la saison 2 quand même, pourquoi à ce point là elle pète un plomb, et donc elle est écartée, et elle, on comprend que c'est aussi pour faire face à un deuil. Moi je me dis, est-ce que ça explique un peu aussi la fascination pour Mark, parce que elle, c'est le deuil de sa mère à elle pour le coup, qu'elle a pas fait, enfin bon bref. Et donc on apprend en effet que c'est elle qui l'a inventé, et qu'elle s'est fait piquer son projet par les hommes de Lumon, quoi. Comment il s'appelle? Jamie Egan. Egan. Qui est terrifiant. En fait, Jamie Egan, qui soit en animatronique ou en humain, c'est la même chose. Ouais, tu fais absolument pas. Tu fais pas la différence. Il est cringe, ouais. Vous avez préféré la saison 1 ou la saison 2? C'est hyper dur. Impossible pour moi, hyper dur. de faire un choix. C'est pas la même... La saison 1, elle est très posée. Pour moi, ça pose le socle de... Ouais. Enfin, je sais pas si la personne qui a réalisé cette série avait déjà en tête qu'il ferait plusieurs saisons, mais j'ai l'impression que c'est vraiment... C'était vraiment la saison 1, elle vient te poser l'histoire, te donner l'illusion que c'est assez carré, que ça va, bon, même si t'as des petits éléments qui commencent à être posés, mais... Et la saison 2, pour moi, c'est une explosion. Ah oui. Ça change complètement le rythme, et je suis très curieuse de la 3, du coup. J'ai dû revoir pour me rendre compte de ça. En fait, moi, le truc, c'est que j'étais en tension depuis la saison 1 dès le début, donc j'ai pas eu la sensation que c'était lent. Moi, j'ai eu l'impression que j'étais juste bombardée pendant 20 épisodes non-stop. Et en revoyant la saison 1, pas du tout. Elle est très lente. Elle prend vraiment le temps. Je pense que tout ce qu'on dit là de langage, des personnages et tout, en fait, ils installent. Ils te posent toutes les bases, en fait, dans la une. Ils posent tout. Et la saison 2, ils te disent « Allez, à un moment, tu vas plus respirer, ça va jamais s'arrêter. Adieu !» Et là, tu pètes un plomb, ouais, je suis d'accord. T'es dans le cœur du sujet dans la 2 et ils te mettent dans l'action, quoi. Et en crescendo sur toute la saison. Chaque idée est géniale, par exemple. Et des trucs où ça pourrait faire tout un univers rien que sur cette idée-là. Par exemple, t'as Dylan qui, au bout d'un moment, va pouvoir rencontrer sa femme de son outil dans des sessions. Incroyable, ça. Et en fait, la femme de l'outil... elle retrouve son mari, mais version tout va bien et je connais pas de trauma et je suis pas dans le monde de merde, etc. etc. Et du coup, ils s'embrassent. Et donc, il y a la question de est-ce qu'elle a trompé son mari outil, mais en fait, c'est lui. Donc, du coup, c'est pas vrai. Et tout ça, tu pourrais passer des heures sur cette question-là, en fait. Ouais. Ça m'a passionné ce moment-là. Et là, c'était incroyable ce moment. Et moi, juste sur la saison 2, ça m'a fait vivre des trucs en tant que spectatrice où il y a des moments où je me disais... Je comprends rien, plus que dans la saison 1. Ouais. Ça me fait chier. Là, cet épisode, il est merdique. Je comprends vraiment rien. Tu penses à quoi? À la neige, moi. Entre autres, le moment où ils sont dehors, par exemple. Où je suis en mode, mais what the fuck? Et en fait, quand l'épisode se termine, ou avec les épisodes suivants, je me suis dit, mais c'était brillant. C'était brillant parce que j'ai vraiment vécu ce que les Inis sont en train de traverser. J'étais complètement paumée, je comprenais rien, et je devais me laisser porter, je n'avais pas d'autre choix que ça. Et pour moi, ça, c'était une pirouette que j'ai beaucoup ressentie dans la saison 2 et je trouvais ça génial. Il est excellent cet épisode parce qu'il arrive juste après la réintégration de Mark. Donc Mark finit par faire le même procédé que Pity, c'est-à-dire essayer de se connecter à son Ini. Donc on se dit, oh là là, ça y est, ça va partir. Et là, ils se retrouvent dans la neige. On sait pas, hein. On sait pas s'ils étaient dans une simulation à l'intérieur de Lumon, ou s'ils les ont... Exactement. Ils sont perdus, il y a une télé au milieu de la montagne qui n'est pas branchée et qui leur lance un programme en leur disant « Hey, bienvenue dans l'escapade du bureau, quoi, en gros, exploration, journée... Des clones qui leur indiquent le chemin. C'est flippant, l'épisode il fait peur. Il y a un peu... cet épisode fait peur. En gros, c'est une quête où ils doivent comprendre un épisode de la Bible Kyr, où Kyr était avec son frère, et voilà. Donc, il y a un moment, ils rentrent dans une caverne, et t'as un vieux livre. Après, ils sont devant une vieille cascade, et Miltic leur dit, c'est la cascade la plus haute de la Terre entière, et en fait, la cascade, elle fait genre 2 mètres. Mais vous êtes dit quoi quand vous avez vu cet épisode? Moi, j'étais très agacée comme toi, mais je comprends rien, ça m'énerve, et en même temps, je disais, c'est brillant. Je ressens ce que eux ressentent, exactement la même chose là. Moi je me suis dit dans un après-coup parce que sur le moment j'étais en mode mais vas-y là ça part trop loin la série, ils sont en train de me perdre, enfin vraiment ça me fâchait tu vois, je me disais mais ouais parce que t'as l'épisode d'avant où t'as envie de savoir ce qui se passe avec la réintégration. Et ils te mettent ça te sort complètement du truc, ça casse complètement le rythme. Tu parlais de rupture, là c'est au sein même des épisodes, il y a une rupture
hyper forte, hyper violente. Tu tombes dans la neige, enfin, c'est... Moi, et j'étais vraiment hyper en colère contre la série à ce moment-là. Et c'est dans un après-coup, avec la suite aussi, où je me suis dit... Waouh, mais tellement intelligent. Mais sur le moment, j'avais un affect qui prenait le dessus, et c'est ça que je trouve génial. Oui, c'est vrai. C'est que la série, elle te fait ressentir ça. Ouais. Moi, j'ai ressenti la même chose à la fin de l'épisode 7, qui est quand même l'épisode sur Gemma, donc où là, on a tous les flashbacks de leur relation amoureuse, c'est sublime d'un point de vue visuel, c'est très pellicule, 70s, c'est archi-romantique, et en même temps mélancolique, et en même temps, t'as Gemma qui se fait torturer, donc c'est sombre, enfin, pour moi, c'est le meilleur épisode. Dissocié dans cet épisode aussi. Voilà, c'est très fort, et cet épisode a été réalisé par Jessica Lee Gagné, sa première réalisation, elle était directrice de la photo avant, enfin... C'est sublime. Et à la fin de cet épisode, t'es en mode « Oh mon Dieu, je viens de comprendre pourquoi Gemma a été enfermée. Qu'est-ce qui se passe avec Cold Harbor, etc. » Et donc du coup, t'as trop hâte de la suite. Et la suite, c'est l'épisode 8 sur Harmony Cobell, où on ne voit pas Mark, on ne voit pas Gemma, on ne voit pas... Deuxième grosse rupture dans l'histoire. Et c'est vraiment... Alors là, en termes de lenteur d'épisode, c'est vraiment Harmony Cobell dans sa voiture qui parle à des PNJ. Tout le monde est cringe. C'est vraiment le moment quand tu joues au jeu de rôle, le moment où il se passe pas grand chose à part parler à des PNJ et chercher des trucs, quoi. Vraiment le ventre mou. Et ça, moi, ça m'a généré une frustration parce que j'avais eu l'épisode 7 avant et que j'étais en mode allez, come on, give me the food, give it to me. Et non, j'ai dû attendre. Oui, puis en plus, on attendait que l'épisode sorte d'une semaine à l'autre. Ouais. Tu pouvais pas binger tous les épisodes comme... Là, t'étais obligé de survivre à ta frustration, quoi. Ouais. Carrément. Moi, de toute façon, je me suis fait avoir de A à Z avec cette série, donc c'est compliqué. Je suis assez hermétique. Je sais que la neige avait vraiment frustré les gens étaient assez en colère globalement. C'est mon épisode préféré, je pense. Et je l'ai eu quand on l'a vu, parce qu'on l'a vu ensemble, et j'ai direct. Bam, t'as la neige. Déjà, c'est la première fois que j'ai fait le lien en me disant putain, mais en fait, c'est Eternal Sunshine, ce que je suis en train de regarder. Alors, version série sur l'industrie et tout, voilà. Quand je me dis ça, c'est pile l'épisode qui a été coécrit avec Charlie Kaufman, qui est le scénariste d'Eternal Sunshine. Donc en fait, tous les ponts, pour cet épisode, pour moi, ils se sont reliés. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pour ça que j'aime à ce point-là cette série. En plus, en effet, comme à la fin de cet épisode, pareil, c'est là que tu comprends que c'était en fait Elena et pas Eddie. T'as quand même des réponses sur des trucs, donc la frustration, ça a été... Par contre, j'ai un peu lâché mon cerveau sur... Je pense qu'il y a des trucs qu'on saura pas, du style les doubles. Je me dis, bon... Ah mais non, c'est très onirique comme épisode. T'as que des symboles partout, enfin, il y a du rêve, enfin, bref. Et donc, du coup, j'ai aussi lâché en disant... C'est pas grave. Moi, il y a Milchi qui me raconte des trucs. Je vais l'écouter. C'est important de... Tu serais une bonne employée chez toi. Tu serais pas élite. Il y a Milchi qui danse, il y a Milchi en chapka, il me présente la plus grande casquette du monde. Allez, on va faire c'est tout à fait réaliste. Enfin, voilà quoi. Donc, et j'adore l'épisode sur Harmony Cobell. Enfin, vraiment, moi, j'ai été... je me suis fait avoir du début à la fin. Non, même dans le rythme, tu vois. Après, c'est vrai que quand même, cet épisode de la neige, pour moi, c'est avec l'épisode 7 de la saison 2, c'est vraiment les deux épisodes où, d'un point de vue visuel, c'est le pic, enfin, genre la composition de l'image et des cadres et de... En fait, t'as vraiment ces visuels de ces 4 personnages, du coup, dans des énormes manteaux noirs, en contraste sur cette neige blanche perdue dans ces espaces, enfin... Vraiment, avec toute cette scène de cauchemar, avec la mariée fantomatique, enfin... C'est dingue ce qu'ils ont réussi à faire. Et puis, maintenant, j'ai écouté beaucoup de contenu qui parle de Sévérance avec un peu le temps que j'ai eu après. Et du coup, les gens critiquent, et des vraies critiques négatives intéressantes, hein, et j'ai été imperméable... Hermétique. Ouais, c'est ça, hermétique complètement, en me disant, oui, c'est vrai, mais je m'en fous. Alors que c'est vrai, tu vois. Et je me dis, alors vraiment, je vais peut-être avoir une énorme ascension émotionnelle avec la 3e saison. Je vais peut-être, avoir un moment très très dur avec cette série. Mais là, pour l'instant, les défauts m'en paraissent pas. J'arrive pas à les capter vraiment. Pour moi, ça fait ça quand la série, elle te parle particulièrement et qu'elle fait écho en toi. C'est que pour moi, toutes les séries ou tous les films vont avoir des défauts. Ça n'existe pas une œuvre absolument parfaite de A à Z. Mais c'est ok, on accepte.
Bah en fait c'est ça, c'est que c'est ça aussi qui fait la beauté, c'est que c'est humain. Donc t'as forcément des loupés, bien sûr, moi je les entends, hein, les critiques. T'as des critiques sur la restauration, des gens qui disent mais je comprends pas la réintégration. Voilà, évidemment, il y a des... Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est quand même une œuvre extraordinaire qui aura changé pour moi un peu le monde de la télévision ces derniers temps. Parce qu'on est quand même sur un format, comme vous le dites, où t'attends chaque semaine ton épisode. On consomme plus des séries comme ça, maintenant. On binge en un week-end la saison, quoi. Donc, Et sur la question de l'esthétique dont on parlait tout à l'heure, moi, c'est une des rares séries, si ce n'est la seule, où j'ai eu une qualité esthétique à ce point-là. Enfin, c'est des choses que je trouve qu'on retrouve assez facilement dans des très bons films, où t'as une esthétique pendant 1h30, 2 heures. Et là, dans Sévérance, l'esthétique, elle traverse les 2 saisons, et elle est marquée, elle est présente, et elle laisse trace. Enfin, moi, je trouve que c'est pas quelque chose que je retrouve beaucoup en format série, je veux dire. Ouais, un truc que tu continues de porter, auquel tu continues de penser, même une fois que c'est fini. Oui, ou en tout cas, où il y a une esthétique autant marquée, dans les couleurs, Oui. Je te dis Sévérance, tu vas visualiser quelque chose dans ta tête, et ça va pas ressembler. Alors que tu vois, si je te montre les Anneaux de Pouvoir, Game of Thrones et House of the Dragon et tous ces trucs-là, même d'une prophétie, tu vas pas me savoir faire la différence. J'ai pas des couleurs qui pop en tête, j'ai pas une esthétique qui pop en tête pour le coup. Pas du tout. J'ai un univers, mais j'ai pas une esthétique. C'est pas la même chose. Alors, du coup, ça a été quand même réalisé par Ben Stiller. On a vu son film, je sais pas si tu l'as vu, Léon, La vie secrète de Walter Mitty. Je suis pas sûre. Oui, ça commence un peu pareil que Sévérance, hein, d'ailleurs. C'est vraiment un mec qui travaille en entreprise et en fait il s'échappe dans des rêveries. Et d'ailleurs la musique de ce film est également réalisée par Théodore Shapiro. Donc celui qui a fait la musique de Sévérance. T'as le premier plan et tu fais putain, en fait c'était l'esthétique de Ben Stiller. C'est ça que j'ai aimé et je savais pas. C'est Sévérance en lumineux. C'est Sévérance en ça peut bien se passer, tu vois. Sévérance pour les enfants, quoi. Optimiste. Non mais c'est vrai, c'est Sévérance version optimiste. Version censurée. Et sans personnage féminin cool. Tu sens que là il a pris un galon en se disant... parce que là c'est bascu, quoi, de début après la fin, presque. Il s'est pris une claque avec MeToo, quoi. Il s'est dit, oh putain, je vais mettre des femmes. Et là il a pris des meufs et il a fait, je vais faire les plus beaux personnages ambigus féminins du monde. Tenez. Ouais. Merci. Merci. C'est bien, c'est une bonne amélioration. Merci Ben Stiller. Ouais, merci Ben Stiller, merci Dan Erickson pour ce scénario, parce que c'est son scénario à lui quand même de base. Oui. Merci pour tout. Moi, ma vie, elle a changé de On dirait que sens. tu reçois le... Non, mais vraiment, je suis émue en fait. Ça m'a tellement matrixée. J'ai eu des gros moments comme ça cinématographiques ces dernières années, et je suis hyper heureuse de vivre des trucs comme ça. Mais là, ça a pris une ampleur que j'aurais pas cru pouvoir revivre. Sur donc, une échelle de 1 à 10 par rapport à Inside, t'es où? Ah, ça a explosé. C'est vrai? Ça a explosé le compteur, bien sûr. Ah, j'adore, bien sûr, incroyable. Vraiment. Est-ce qu'on aurait cru ça possible? Bah Mathilde, elle s'y attendait pas. Hein. Quand tu me l'as montré, tu pensais pas à ce point-là. Non. Tu te disais bon. Et toi, t'as vécu ça 2 fois avant Sévérance? Oui, 2 fois dans ma vie. Avec Eternal Sunshine. Ouais. Et Your avec Name, Your Name. qui sont les 3, les mêmes thématiques de fond. Ok. Donc il y a quelque chose. Dont nous parlons dans l'épisode 8, L'amour au cinéma, sur ce même podcast. Moi j'avais une petite question, si vous avez soit des mini-théories pour la suite, ou des personnages qui vous intriguent plus particulièrement pour la suite. Moi je m'étais dit, mais c'est aussi parce que j'en ai entendu parler dans le podcast de Louise Petrouchka et Mimi Hegel, mais parce que je me demandais comment ils allaient garder l'espace de Lumon pour la saison 3. Pour que l'action elle continue à se dérouler à Lumon, et je m'étais dit ils vont faire une prise d'otage au sein de l'entreprise en fait. C'est comme ça que ça va, et j'espère que ça va se passer comme ça, parce que ça peut être très cool en fait. Bah carrément. Ouais. Ma théorie, c'est qu'on n'a pratiquement pas vu Ellie Har dans cette saison, et que du coup ça va être le personnage principal de la saison 3. Notamment dans cette scène où en fait Kirigan, il a une relation particulière avec Elena, où il la regarde manger ses œufs, c'est très incestuel, c'est extrêmement malaisant, très très creepy. Il n'y a pas d'agression sexuelle, hein, c'est juste il la regarde manger, mais c'est malaisant. Ouais, mais tu vis un truc de l'agression sexuelle, je trouve, Complètement. quand tu vois cette scène-là. Mais comme avec le Dès qu'il est là, hein, de toute c'est façon. incestueux, ce mec, il en renvoie un truc... Comme le docteur Mauer avec Gemma quand il la teste au Saveur Floor, hein, il y a quelque chose d'une domination masculine à ce moment-là. Et donc du coup, Kirigan va visiter Ellie
au sous-sol des dissociés et lui dit avant je voyais le feu de Kyr en toi, mais il a disparu et je l'ai retrouvé avec toi, ma Ellie. Et en fait, tu vois qu'il a cette fascination pour sa fille dissociée et qui méprise plus ou moins sa fille telle qu'elle est. Tu comprends qu'il a eu plein d'enfants en fait. Alors, un peu, c'est une espèce d'Elon Musk quoi, le gars, hein. Et qu'il cherche son héritier et que en gros là il a vu que c'était Ellie. Ce qui est quand même très particulier puisque l'humain déshumanise les dissociés d'habitude. Pour eux, ce n'est rien, ce ne sont pas des humains. Et là, Kyr a vraiment cette fascination pour elle. Donc je me doute. Et d'ailleurs, elle rigole pas. Je l'aime tellement. Elle sort un stylo et elle va vers lui. Elle est hyper menaçante physiquement et tu doutes pas une seule seconde qu'elle peut lui foutre un truc dans la carotide et qu'elle va le tuer. Enfin, c'est une force de la nature, Ellie. Et j'ai trop envie de revoir cette confrontation. On a un peu envie qu'à un moment il se prenne une grosse claque. J'ai envie qu'elle le tue. Jamie Gunn, on a envie qu'il se prenne une grosse claque. Mon rêve, c'est Ellie qui tue Jamie Egan avec le buste de Kyr. Buste qu'on a vu Miss Huang utiliser pour casser son jouet. Harmony Covel en deuxième position, hein, pour foutre une grosse claque à Jamie Gunn. Elles deux ensemble. Elles deux ensemble, ça pourrait être quelque chose. Ouais, ce serait un... Voilà, c'est ça mon rêve. Okay. J'aimerais bien que peut-être le polyamour soit plus discuté, parce que je trouve que c'est quand même une série qui parle de ça, notamment dans la saison 2, avec ce triangle amoureux, Ini Dylan, sa femme et Aouti Dylan, où bah en fait il dit mais t'as embrassé mon Ini, enfin c'est comme une trahison, alors que pour moi bah en fait c'est la même personne, et je me suis dit moi j'aurais pas du tout réagi comme ça, j'aurais été contente pour ma Ini si mon mari avait une relation avec elle. Alors évidemment, j'aurais un truc de bah oui, finalement j'aurais peur qu'il m'aime plus moi tel que je suis, et c'est ça un peu qui va jouer, et qu'il aime une version un peu idéalisée de moi. Mais en même temps, je me dis la pauvre quoi, tout ce qu'elle voit c'est des lumières fluorescentes, si de temps en temps elle peut au moins avoir des bisous de mon gars, enfin c'est cool, tu vois. Et t'as aussi ce triangle amoureux, donc même ce quadrilatère amoureux. C'est Ini Mark, Ellie A. Aouti Mark. C'est déjà pas mal. Ça fait 4. C'est ça. Non, c'est bon, c'est bon. C'est 2 ouz quoi. Il y a 2 marques et 2 ouz. Et il y a Elena aussi qui essaye quand même. Bah, oui. Elena, elle arrive à violer Ini Mark. Enfin. Voilà, tout ça, je trouve ça quand même vachement cool. Mais on en parle peu parce que voilà, c'est finalement l'amour qui transcende tout, etc. Mais bah, est-ce qu'ils pourraient pas juste cohabiter ? Il y a même un troisième trouble qui est Fields. Burt, qui est joué par Christopher Walken, et Irving. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup ce thème qui revient. Donc j'aimerais bien peut-être que ça devienne encore un autre truc, que ça continue, je ne sais pas. C'est un peu l'angle mort, je trouve, des médias, le polyamour. Moi j'aime beaucoup les théories sur Rickon aussi, qui est le beau-frère de Mark. Oui. Alors c'est celui qui engendre le plus de théories. Est-ce qu'on peut juste décrire Rickon, parce que vraiment ce personnage est incroyable. C'est donc le mari de sa sœur, de la sœur de Mark. Voilà, pour moi, qui est le seul personnage qui est montré, en tout cas, comme quelqu'un d'un peu bébête, globalement. Hyper new age, dans le développement personnel. Ouais, voilà, c'est le développeur personnel. Ah ouais. En fait, il écrit un roman de développement personnel, mais en plus, il y a des extraits, parce que finalement, ce roman se trouve dans le Severed Floor, donc les Ini le trouvent, et ça devient toute leur life, quoi. Vraiment, Ini Mark, ça devient sa bible, il est obsessed. Alors qu'il le hait dans le monde réel, quoi. Et c'est vrai que ce mec, tu comprends pas trop, pourquoi c'est le mari de sa sœur. Pourquoi c'est le mari de sa sœur ? Bah oui, parce qu'elle est hyper intelligente. Enfin, les deux personnages sont assez discordants. Ils s'engueulent. C'est un père nul. Parce qu'ils viennent d'avoir un enfant. Oui, il y a des théories comme quoi il faisait partie de la famille Egan. Il y a des théories comme quoi c'est une chèvre. C'est une chèvre, mais en out. Enfin, il y a une théorie comme ça. Qu'il est dissocié en chèvre. Exactement. Est-ce qu'on peut parler des chèvres dans Sévérance ? Parce que c'est quand même un gros truc dont on n'a pas parlé jusqu'ici. Un gros truc et en même temps qui est encore un peu un point obscur, je trouve. Ça commence dans la saison 1 où en fait Ellie et Mark se baladent, cherchent à s'en sortir et ils tombent dans une pièce avec un mec qui est en train de donner le biberon à des bébés chèvres et il leur dit « Partez, elles ne sont pas encore prêtes !» Et donc du coup ça avait fait exploser, tout le monde était en mode « Oh mon dieu, il y a des chats !» Et il y a Brienne de Thorne aussi. Ouais. Alors ça c'est dans la saison 2. On se retrouve sur le Mammal Department là. Ah mon dieu. Département des oui, ils sont en train de ramper dans un espèce de truc là, ils rampent et ils arrivent aux chèvres. C'est ça. Ellie
et Marc. Et là, il y a Gwendoline Christie, donc Brienne of Tarth, qui est avec ses chèvres et avec tout. Alors, cette scène m'a fait tellement peur dans la saison 2. J'étais terrifiée. Vraiment, la trop bonne mise en scène. Moi, j'ai hurlé de rire. Ah ouais, avec les... Ah, je les trouve flippants. Ouais, il y a un moment, tu te poses la question. Oui. Ils s'occupent des chèvres, ils font bad. Ah, mais c'est badant à mort, d'où Ouais. ma défense maniaque, mais oui. Ouais. Et donc, du coup, voilà, en fait, ils arrivent là en disant « Est-ce que vous connaissez Mrs. Casey ? On la cherche !» Ils leur montrent un dessin de Mrs. Casey et tout, et ils sont en mode « Non, on la connaît pas !» Et puis, ils sont... Enfin, voilà, il y a très peu de départements, c'est ça qu'on n'a pas dit dans Lumon, mais eux... c'est un département où ils sont quand même nombreux, et puis ils portent des peaux d'animaux, enfin voilà, ils s'occupent des chèvres, quoi. Et donc dans cette entreprise, t'as un endroit où t'as une colline avec de l'herbe, enfin ça n'a aucun sens, et des chèvres, et t'as Marc, ouais, t'as un bureau, c'est vrai. Et t'as Marc qui fait, mais imaginez si c'était une de vos chèvres. Et là ils sont en mode, ok, ouais. J'avoue. Il a touché un bon point. Et en fait cette chèvre, elle va être réutilisée. Non mais Bah, en fait, à quoi ça sert la chèvre, tu vois, dans la saison 2 pour en fait une espèce de sacrifice, quoi. C'est ça qu'on comprend. C'est une des plus grosses critiques que moi j'ai entendues, que je comprends intellectuellement, je comprends cette critique. Moi, je me raconte une histoire de... Je crois que j'ai entendu ça, évidemment, ça, c'est pas juste moi qui ai imaginé ça, mais ils ont voulu foutre des chèvres. Ils ont foutu des chèvres parce que ça les faisait kiffer. Est-ce qu'ils avaient réfléchi vraiment à pourquoi, comment, où ? Je ne sais pas. Et du coup... Bon, ils tirent le truc. Ouais, moi je trouve moi, c'est un peu capillotracté je le vois la comme place ça. des chèvres. Je le vois comme Et ça. en même temps, ils ont fait ça bien parce qu'après ils te mettent plein de petits moments où Ouais. tu vois des Dans le photos de chèvres, des générique, bustes de quand chèvres même, hein. dans le générique, machin. Ouais. Mais c'est vrai que moi j'ai un peu l'impression qu'ils se sont tapés un délire et Moi, je me dis ça. ils ont fait aller YOLO. Et c'est pas grave. En fait, et c'est pas grave, c'est ça que Bon j'ai- après il y a la dimension sacrificielle que tu retrouves dans certaines religions aussi, enfin de Complètement. voilà de faire Bah, un bien, sacrifice et là le mouton, enfin c'est pas non plus n'importe quel animal quoi. Bah, bien sûr. On parle d'ailleurs d'épisodes préférés. Je pense qu'en vrai de vrai, j'ai parlé de la neige. Je pense qu'en vrai, pour moi, c'est le dernier de la saison 2 pour l'instant parce qu'il y a trop d'idées absolument prodigieuses dans cet épisode. Et il est tellement long et. En fait, c'est un épisode où Inimark et Outimar peuvent dialoguer. Donc en fait, ils vont parler. Meilleure C'est scène. une des meilleures Meilleure scènes. scène. Meilleure scène. Avec Ouais. le caméscope. Oh là 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 là. Et là, les jeux d'acteurs, parce qu'en fait, ils vont chercher Gemma. Et donc, du coup, il y a des moments où c'est un espèce de... Donc, t'as Inimark qui va devenir Outimar, qui va chercher Gemma, qui pour l'instant, elle connaît rien. Puis elle redevient Gemma. Enfin, Et puis à la fanfare. Ouais, c'est le bad, les c'est jeux le bad. d'acteurs. Peut-être qu'on peut reprendre chaque truc. Alors déjà, le premier dialogue entre Inimark et Outimar par caméscope, interposé, c'est génial parce qu'au début, c'est hyper innocent, ils sont trop contents de se parler, et en fait, non, ça ne peut pas marcher, ils finissent par se disputer, il y a un point de rupture, ils s'entendent pas, évidemment parce qu'ils ont des désirs contradictoires, c'est-à-dire que Outimar veut récupérer sa femme, mais Inimark sait que en fait, s'il sort, il reverra jamais Ellie qui l'aime. Enfin, voilà, c'est vraiment la bataille. L'existence de l'un annule l'existence Ouais. de l'autre en fait. Et je trouve que c'est à ce moment-là que t'en prends d'autant plus Complètement. conscience. Et c'est la première fois finalement que tu vois que Inimark et Outimar ont vraiment cette même personnalité ils sont têtus. Et finalement, Inimark va aider Outimar, mais pas jusqu'au bout. Enfin, C'est impossible. au dernier moment, il va renoncer et choisir son amour à lui. Tout en protégeant l'amour de Mark De Scout Mark. aussi. Ouais. Il la Il sauve, la quoi. préserve quoi. Il fait un middle, mais c'est vrai que cette scène, en fait, comme la puce est activée géographiquement, en effet, c'est un bazar pas possible. Entre qui et qui. À un moment, donc Gemma, elle est à la fois Laini de Coral Harbor, Gemma Scout, en même temps Miss Casey. À chaque fois, en plus, elle court différemment. Ses expressions sont différentes. On a Inimark, Outimar. Oh, puis vraiment, voilà, c'est... Moi, ça m'a tué. en La fait. scène où ils se retrouvent. Bon, La bah, scène où ils se retrouvent. Voilà. Il y a enfin Outimar et Gemma qui se retrouvent. Ouais. Dieu. Là, Ouais. t'es en mode. Enfin, je sais pas, tout est. Ouais, puis il y a du sang. Oui, Mais ça, c'est bien. la scène de l'ascenseur. Elle est hilarante, cette MDR. De l'ascenseur. Ah c'est non, bon. mais- Gros fourré. Gros. Ah, on a fourré. explosé de rire. Mais nous, Ouais. on hurlait cet Oui, épisode. c'est vrai que la saison 2, on a beaucoup crié. Moi Et à la la saison fin- 2 j'ai beaucoup crié. hein. Aussi. Ouais. Ah ouais. Bah, il se passe des trucs. Tellement fort. Mais que, oui, t'as ouais, on toute criait. l'intensité émotionnelle dans le cri quoi. Mm, mm. Complètement. Et la fanfare. Et la fanfare. Alors,
est-ce qu'on peut en parler déjà que Miltic donc fait signer un truc à Dylan et en fait il court en... Déjà c'est hyper drôle, mais qu'est-ce qu'il fout? Enfin, il a quoi? Il a le feu au cul ou quoi? Et en fait c'est parce qu'il va faire son... Ils sortent d'où Ouais, voilà. Ils finissent Cold Harbor et là il y a une fanfare donc avec, je sais pas, une centaine de musiciens qui sortent, donc beaucoup de noirs américains. En fait ça fait référence à une institution de noirs américains aux États-Unis, ces grosses fanfares là, c'est notamment pourquoi c'était aussi important même pour l'acteur aussi. Et cette scène, mais moi la première fois que je l'ai vue, quand ils ont fini Cold Harbor et qu'il y a eu la fanfare, j'étais comme toi pendant l'épisode de la neige, j'étais en refus de ce qui se passait. J'étais en mode, je m'en fous de cette putain de fanfare, cassez-vous, allez-y, allez chercher Gemma, allez-y. Et vraiment, j'avais envie de crever, quoi. Que moi, pas du tout. C'est fou, hein. Après, t'as le talk show avec l'animatronique, c'est long. Alors que moi, la fanfare, je crois, enfin, j'ai adoré ce moment. Je dansais devant la télé, j'étais en transe et j'avais complètement oublié la quête, quoi. Mais comment c'est possible? Mais parce que je crois que j'ai suivi Miltic, quoi. J'étais avec Content des trucs. Ouais. Moi, ça a marché sur moi la fanfare, tu vois. Ah mais il danse tellement bien. En plus, l'acteur, genre, il a aucune chorégraphie, c'est juste lui qui danse. Mais ouais, mais... Il est trop fort. Franchement, ouais, il est incroyable. Voilà, cette énorme fanfare. C'est grâce à cette fanfare qu'ils réussissent en fait à aider Mark et Ellie à récupérer Gemma. Et puis enfin, voilà, cette dernière scène qui reprend un peu le mythe d'Orphée et d'Eurydice. Orphée qui est parti chercher Eurydice aux enfers à la condition qu'en fait il la ramène jusqu'au monde des vivants, mais il ne doit pas se retourner parce que sinon elle meurt pour de bon. Et il la raccompagne justement au Severed Floor, donc dans cette porte dont j'ai parlé, par laquelle Ellie passait à la saison 1. Gemma sort. J'ai tellement hurlé. Et là, Innie Mark, en fait, elle ne voit Ellie. Et finalement, il la rejoint. Ils se retournent. Ah ouais. Et ils se prennent la main, ils courent. C'est tellement puissant, magnifique et déchirant. Et puis la lumière est vraiment rouge Ah ouais. à ce moment-là. Bah là, tu retrouves le rouge. L'amour, la passion. Bah, l'actrice a dit que celle qui joue Gemma a dit que c'était pas évident de se sortir de ce moment-là. Elle s'est tellement mise en condition qu'elle dit l'après de cette scène a été compliqué parce qu'elle était dans l'émotion, elle arrivait plus à sortir de ça. Où elle hurle et elle dit en fait j'étais dedans quoi. Mais moi ça m'a déchiré quand tu la vois derrière la porte en train de hurler. Franchement, j'avais le cœur en milliards de morceaux et en même temps. Bah oui, évidemment que Mark S. il fait le choix d'Ellie, c'est elle qui l'aime, évidemment, et il l'a sauvée, enfin, il a fait exactement ce qu'il fallait faire en tant que lui, quoi. Mais... C'est là où c'est prodigieux, tu comprends tout le monde. Ouais. T'arrives à te mettre à la place de tout le monde à ce moment-là. Ah, c'est là que tu vois que c'est bien écrit. Ouais. Ah là, ça m'a fait mal au cœur d'y repenser. Ah putain, j'ai des émotions cet épisode-là, je le trouve assez extraordinaire. C'est pour ça que moi j'ai une préférence pour la saison 2. Parce qu'il y a l'épisode de la neige, l'épisode 7, l'épisode final. Je trouve que le travail des plans et du visuel, il a pris un niveau aussi dans la saison 2. Vraiment. Genre là, les couleurs à la fin de l'épisode... Complètement. Incroyable. Bah, rien que l'ouverture de la saison 2, moi c'est une de mes scènes préférées de tous les temps. Donc, c'est quand il court dans les couloirs. Quand il court dans les couloirs. Et donc c'est vrai que ça ouvre là-dessus, ça finit pareil sur T'imagines que moi j'avais attendu 2 ans. Mais non, mais je sais pas comment c'est possible. Bah en fait... Bah là je vais attendre 2 ans et ça va être possible. Ouais. Donc je dis ça se fait hein. Mais quand il se met à courir dans les couloirs, que ça fait 2 ans que tu pas allé à Limone, t'es là genre bon, c'est incroyable. J'espère qu'il y aura pas plus de 3 saisons pour l'instant. Aussi, vraiment, je croise les doigts. Ah oui, moi aussi, vraiment, je l'espère. Ah non, faut pas qu'il fasse du caca. Après, ça a pris 3 ans parce qu'il y avait aussi la grève des scénaristes. Oui, mais que ça prenne du temps, ça je m'en fous. À mon avis, là, ça va prendre plus 1 ou 2 ans. Mais que ça s'arrête. Oui, c'est 3 ans. Oui, tire pas la corde, ça serait tellement bien. Moi, c'est pas une théorie, c'est un espoir pour que ça se finisse pas trop mal. Parce que je vois pas d'autre moyen que ça se finisse pas trop mal. C'est qu'en gros, les Innie existent en rêve. Donc en gros, ils vivent leur journée. Quand ils s'endorment, c'est les Innie qui prennent un truc comme ça. Voilà, j'ai imaginé un truc comme ça parce que j'essaie d'imaginer une fin positive à tout ça et que c'est pas tout le monde facile. puisse exister. C'est pas facile. Je ne sais pas. Voilà, il y a un truc avec le rêve, je trouve. Ça s'appelle dans le la déni. Je sais pas. Il y aura des gens qu'on laissera sur le côté mot des autres. Oui, ils vivent en rêve, mais pas forcément la puce qui serait active. Tu vois, il y a un truc où ils gardent l'Innie en eux, quoi. Il faudra accepter la perte. Hein. Ouais, pour moi, il va y avoir des choix à faire et on va perdre du monde en chemin. Hein. Et j'imagine aussi un épisode, ça c'est pareil, c'est dans ma tête. J'ai aucune idée si c'est possible ou pas. Il y a des moments où, en gros, la personne qui fait la réintégration, qui s'appelle Regabi,
qui est un espèce d'ancien médecin de Lumon. Bon, elle pop dans la série de manière complètement aléatoire. Ouais, j'espère qu'on aura des explications. Et bah moi j'imagine un épisode où tu vois tous les trous. Ok. Tu vois tous les interstices et qui t'expliquent pourquoi elle était là. Franchement, s'ils font ça, mais bon. ils ont ma reconnaissance. Parce que c'est vrai que c'est quand même bizarre. Ouais, ce personnage c'est quand même un point noir. Enfin un point noir. Tu comprends tu pas comprends trop pas. quoi. Moi je dis ouais j'attends. Et vu qu'il laisse peu de choses au hasard, je me dis tu vas avoir tout l'interstice dans l'épisode où t'auras tous les moments où en fait tu comprends pas. Hyper bonne idée. Et hop elle pop et en fait il y avait trop bonne raison pour qu'elle soit là. Enfin, voilà. Bah écoutez, merci à vous en tout cas. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur Sévérance ? Faut que je m'arrête. Ah non, tu veux continuer. Non, j'ai pas d'autres idées spécifiques. Juste regarder Sévérance et kiffer quoi. Ouais. Voilà. Ne vous laissez pas. Parce que moi je sais qu'il y a pas mal de monde qui se sont arrêtés assez rapidement au début du fait de l'esthétique qui est assez froide. Ouais. Bah ne vous arrêtez pas à ça. Ouais. Persévérer, ça vaut vraiment le coup. Oui, moi ce que j'ai entendu c'est plutôt c'est lourd, c'est déprimant. Et ça je l'entends, c'est vrai que tu sors d'une journée de taf, t'as pas forcément envie. Surtout quand t'es dans un taf où ça fait écho. Moi il y a aussi des personnes qui ont pu dire que ça faisait trop écho, que c'était trop violent et qu'il n'y a pas le pas de côté en fait qui est possible et du coup la première saison elle t'effracte en fait. Ouais. J'ai une collègue psychiatre qui m'a dit que son mec avait commencé à lui montrer et qu'elle lui a dit non mais what genre je sors de mes journées, pourquoi tu fais ça? Ouais bah c'est sûr que c'est pas la petite rom-com tranquillou quoi. Non, c'est pas de la télé-réalité, ça c'est sûr. Bah et puis c'est vrai que avec mon gars, donc je lui en parle de manière surexcitée, je lui dis enfin voilà, j'en fais des cases quoi. Comme on peut être quoi. Et vraiment je le mets devant le premier épisode, vraiment c'est vrai que la première scène du premier épisode, c'est Marc qui pleure dans sa voiture. Et t'es en mode, ils m'ont rien dit fait mais non mais voilà, attends un peu, on va voir. Oui. Mais je pense qu'on a un seuil de tolérance aussi, nous trois. Peut-être. Voilà. Il faut pas oublier que c'est quand même assez intense cette série, quoi. Émotionnellement. Ouais. Mais écoutez, merci à vous deux d'avoir de m'avoir suivi. Bah merci à toi de nous avoir regardé invités. cette série. Parce que c'était pas évident, franchement. Et merci à vous d'être venus parler de votre passion. Je suis très heureuse que vous ayez développé la même fascination et qu'on partage ça ensemble. Et peut-être qu'on regardera sûrement quelques épisodes de la saison 3. Il y a intérêt, ouais. Franchement, il y a intérêt. Trop stylé. Merci à vous pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Bye.